Bonjour, bonjour. Et peut-être un rebonjour parce que pour ceux qui savent, on est obligé de retourner l'interview puisqu'on a eu des soucis de son sur la première. Donc un grand merci de revenir spécialement. Pas de soucis. Et puis je me dis que pour cette deuxième mouture, tu auras peut-être envie de nous raconter d'autres choses, des choses qui vont venir comme ça naturellement. Alors comme je le disais la dernière fois, j'avais repéré dans la première image de ton manga Flamme, ton personnage est dans l'ascenseur, Flamme est dans l'ascenseur, il descend et on voit un petit Oki dans le coin et je me dis ça c'est la Hitchcock. Bah, dedans, dans cette première case, j'ai mis beaucoup de choses, hein. Même si elle est très très simple et elle a très peu de détails en vérité. Pour tout ce qui est des textures, des hachures et bref, tous ces petits détails graphiques. Mais en soi, je me suis un petit peu amusé sur un peu ce qu'on peut retrouver sur des petits motifs. Il y a des petits motifs sur le côté. Il y a mon petit perso que je me suis mis que je me suis mis sur le côté au niveau de l'ascenseur. Bref, plein de choses comme ça. Et en vérité, ça paraît anodin comme ça pour le lecteur, mais en fait, c'est des repères pour moi, pour que je puisse savoir dans quoi je m'embarque, puisque Flamme, c'est très très improvisé. Et les idées que je me suis dit dès le début pour Flamme, comme j'écris pas du tout l'histoire, je les ai mises là-dedans, et comme ça, des fois, je revois mon chapitre, enfin, je revois les chapitres précédents où je me dis « Ah oui, c'est vrai que j'ai parlé de ça, c'est vrai que j'ai mis ça. » Du coup, plus tard, faut que ça revienne et faut que ça ait un sens, en fait, du coup, au final. Donc tu t'es mis des marqueurs. C'est ça, au fur et à mesure. Parce que là, les gens pourraient dire ouais, c'est des foreshadowing. Moi, c'est juste des repères pour pas me perdre plus tard, c'est tout. Alors ça, tu m'en avais parlé. Est-ce que tu peux réexpliquer aux spectateurs ce qu'est un foreshadowing? Alors, selon moi, enfin, objectivement, un foreshadowing, c'est vraiment des indices anodines dans l'histoire, vraiment que dans l'histoire en elle-même, qui plus tard ont une plus grande importance. Donc, quand on reliera cette histoire-là avec cette vision qu'on a eu plus tard, ça change toute la perspective de l'histoire en elle-même. Et j'insiste bien sur le fait que ce soit dans l'histoire et pas autour de l'histoire ou de l'œuvre. C'est-à-dire qu'un poster, un numéro de chapitre, un truc comme ça, bref, qui n'est pas dans l'histoire, ce n'est pas un foreshadowing. Peut-être des easter eggs ou des clins d'œil, mais pas de... D'accord. Alors, raconte-nous tout. Quel est ton parcours artistique? Alors, mon parcours artistique... Dans quel sens du coup? Et est-ce que tu t'es formé tout seul ou est-ce que tu es allé dans une école? Ok, dans ce sens-là, non, je me suis formé vraiment tout seul. En fait, oui et non. Parce que là où d'autres gens, ils peuvent dire, ouais, je dessine depuis que je suis tout petit, des choses comme ça, moi j'ai commencé à dessiner. C'est une démarche personnelle où je me suis dit, vas-y, je vais dessiner. Mais le truc, c'est que par rapport à d'autres qui ont vraiment dessiné tout seul et qui ont appris tout seul, moi j'ai souvent appris avec d'autres gens, et c'est souvent d'autres gens qui m'ont appris. C'est-à-dire que j'ai commencé à dessiner, j'étais en CM1, ouais, j'étais en primaire, et je venais d'emménager dans une nouvelle ville et j'avais pas d'amis, personne. Et à cette époque-là, les mangas, animés, jeux vidéo, c'était pas non plus très réputé. C'était très souvent vu comme quelque chose d'immature, et pourtant on était en primaire déjà. En primaire, c'était déjà vu comme quelque chose d'assez ridicule. Les gens préféraient jouer au foot ou des trucs comme ça. Moi je préférais regarder Goku en train de se battre, quoi. Et du coup, j'avais un ami dans cette classe-là qui, lui, il était pareil que moi. Mais lui, par contre, comme il a grandi dans cette ville-là, il avait aussi d'autres amis. Donc il a pu me présenter à ses potes, avec qui je suis encore ami aujourd'hui en plus. Et de fil en aiguille, eux, en fait, ils regardent pas que ça. Ils aiment aussi créer leur propre univers. Ils avaient déjà créé leur propre univers. On avait déjà 9 ans. Wow. Enfin, en tout cas, eux, ils avaient déjà 8-9 ans. Ils avaient déjà créé un univers. Ils avaient les méchants, les systèmes de pouvoir. Ils avaient plein de trucs. Plein de petits trucs par-ci par-là. Et le truc, c'est que pour retranscrire ce qu'ils disent, ils avaient forcément écrit et dessiné. Donc, ils m'ont appris à dessiner vite fait. Comme ça, moi aussi, je peux m'immiscer dans l'histoire. Et de base, le premier personnage que j'ai dessiné, c'était Sonic. C'est le premier truc. À partir du moment où j'ai commencé à faire une tête, là où c'était un peu différent d'eux, c'est que à partir de la tête de Sonic, j'avais déjà commencé à faire des pages et des histoires. Je faisais pas que du dessin, vraiment direct, page, histoire. Et d'ailleurs, ça me vient là, mais d'ailleurs, pour le nom Oki, c'est le premier personnage original que j'ai créé avec eux. Ah écoute, c'est comme ça on a un peu le fin mot de l'histoire. Si, faut que je le dise. En fait, à cette époque-là, avec mon père, quasiment tous les week-ends, on allait à un resto japonais qui s'appelait Oki Sushi. Et moi, je voulais un blaze, et Oki, j'aimais bien. Je l'ai mis là. Et voilà. Mais c'est bien.
pour ça que je l'appelle Oki. Bah écoute, je trouve ça sympa comme anecdote. Incroyable. Et est-ce qu'au final, vous avez réussi à finaliser ce projet tous ensemble ou pas? Bah, en fait, c'est un projet enfant. Donc, en fait, c'était un univers un peu comme Marvel, etc. où chacun était le personnage principal de son histoire. On avait notre background, etc. Et en fait, c'était plus l'idée de faire des jeux de rôle quand on était dans la cour de récré. On profitait des cours ou en dehors qu'on se voyait pas pour écrire et dessiner les persos. On se voyait après à l'école ou dans la cour. On se montrait, hey, regarde, mon personnage il ressemble à ça et tout. On disait, ouais, t'imagines, j'ai la coupe de Sangwan en Super Saiyan 2 avec les chaussures d'un tel, etc. Et après, on incarnait notre histoire, enfin notre personnage dans la cour de récré et on se battait. Je trouve ça génial. C'est une telle émulation, je trouve ça fantastique, franchement. Hein. Ah là là. J'espère que les enfants d'aujourd'hui ont une telle créativité encore. Tu crois que c'est encore le cas? Ça, c'est une bonne question. En fait, je sais pas du tout, vu comment parle le monde en lui-même. J'ai pas envie de partir dans des trucs trop. Mais je sais pas, je pense que ça se fait. C'est très rare. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de jeunes qui vont dans de la création, mais aussi poussés que ce que nous on avait à l'époque. Je pense pas. Je pense que là, la création qu'ils ont, c'est vraiment partir sur quelque chose qui existe déjà et rajouter du lore à ce truc-là. Par exemple, je sais pas, un enfant aujourd'hui, il est beaucoup plus avancé dans One Piece que nous à l'époque, et lui va préférer faire une histoire sur Luffy plutôt que de faire un personnage créé totalement dans l'univers de One Piece ou des choses comme ça. Donc il va s'appuyer sur et faire un spin-off en fait. C'est ça, je pense que c'est plus... parce que comme il y a beaucoup plus de choses, du coup on peut faire plus de choses entre guillemets, mais à partir de ces choses-là, alors qu'avant on avait moins de trucs. Ouais, vous avez tout créé par vous-même. C'est ça, on avait très peu de choses, et du coup avec ce peu de choses, on faisait d'autres choses, c'était pas trop le choix. Moi je me sens que avec un bout de bois, ça pouvait être beaucoup de trucs en même temps, alors qu'aujourd'hui, bah, un enfant, s'il veut avoir un pistolet, il a un pistolet quoi. Enfin un pistolet en jouet je parle, hein. S'il veut avoir un pistolet en jouet, il peut l'avoir, ça coûte même pas 1 euro à l'épicerie du coin, alors qu'avant quoi, fallait dans des fêtes foraines, dans des trucs comme ça, fallait dans des trucs bien spécifiques. Ça coûtait plus qu'au moins 10 balles, du coup, un bout de bois qui avait la forme. C'est bon, enfin, j'ai des jouets comme ça, c'était des cailloux. Ouais, mais je trouve ça vachement plus poétique en fait. On a l'impression que Flamme, par sa méga énergie, pourrait être une extension de toi. Est-ce que c'est le cas? En fait, Flamme, et en vérité, je pense que c'est dans tous mes persos, mais j'aime beaucoup. Ce que je fais, je fonctionne vraiment par fan service quand je crée, c'est que je crée ce qui me fait plaisir et ce que je trouve stylé et bien. Donc en fait, un personnage comme Flamme, c'est vraiment un personnage que j'aime bien, et donc forcément il y a un peu de moi dedans, dans ce qu'il peut dire, dans comment il réfléchit, ce genre de choses. Toute proportion gardée bien sûr. Mais tous les personnages, que ce soit Flamme, Bob, Ching, Bastion, d'autres personnages qu'on verra plus tard, c'est toujours... Il y a une part de moi que je mets dedans, parce qu'en fait c'est des stéréotypes et des clichés que j'aime bien voir et que j'aime bien pousser à son... pas maximum, mais admettons il y a un trait de caractère que j'aime bien dans un personnage d'un autre manga. Je vais prendre ce trait de caractère là et je vais mettre vraiment tout ce que j'aime là-dedans et le pousser à fond dedans. Je sais pas, par exemple j'aime bien le côté arrogant de, je sais pas, on met un personnage arrogant, il y a qui d'arrogant Voilà, t'en as dans My Hero Academia, t'en as dans Full Metal Alchemist. Ouais, bah, par exemple dans My Hero Academia, si je prends le caractère de Bakugo, un caractère assez... Punchy, hein. Ouais, voilà, assez agressif, bah je vais prendre ce côté-là, parce que je l'aime bien un peu, ce côté vraiment agressif, etc. Et je vas les tirer au maximum. Je vais en abuser énormément, c'est ce que j'aime chez le perso. Moi je vais faire un perso qui lui ressemble, bah je vais prendre ça et pouf, et je vais me mettre à fond dessus. Par exemple, j'aime beaucoup les persos comme Spider-Man, comme Spider-Man pour les puristes. Mais j'aime bien les persos comme Spider-Man où en gros quand ils maîtrisent leur environnement, ils maîtrisent un peu le truc, du coup ils se permettent des petites blagues par-ci par-là avec beaucoup d'éloquence, beaucoup d'arrogance et d'insolence, ça j'aime bien. Du coup bah, je le reprends et je le remets à des persos. Par exemple il y a un perso qui apparaît beaucoup plus tard, Carte dans les scans, qui lui c'est clairement ça, mais en plus abusé encore, où il va beaucoup plus loin, il est beaucoup plus border, parce que ça aussi c'est un truc que
Moi, dans la vie de tous les jours, je suis assez border. Ça peut être un reproche qu'on me fait souvent. Mais en fait, ça me décoince de plein de trucs, de plein de tabous, de choses qu'on peut pas dire. Ouais, faut pas que tu dis ça, tu peux blesser un tel, etc. Mais des fois, juste la vérité, elle est ce qu'elle est. Et ça, je le mets vraiment dans Flamme. Ce qui fait que Flamme, le personnage, il est ce qu'il est. Il a de l'énergie, il est arrogant, mais en fait c'est une tête à claque quoi. On veut le gifler un peu. Ouais. Mais alors, on a parlé des personnages, mais peut-être qu'on peut remettre en perspective. Est-ce que tu peux faire un petit pitch du manga en lui-même, Flamme? Alors Flamme, le manga, ça raconte l'histoire d'un jeune homme, Flamme. D'ailleurs, il a 19 ans. Ça c'est jamais dit, mais je l'ai dit, il a 19 ans. Flamme, c'est un jeune homme de 19 ans qui a perdu son père très très tôt. C'est-à-dire que son père est parti en disant qu'il allait acheter des clopes et il n'est jamais revenu. Des années plus tard, Flamme décide enfin d'aller le chercher. La seule chose qu'il a de son père, c'est un briquet. Il va au tabac où allait très souvent son père pour acheter justement des cigarettes. Et là-bas, le barman, enfin je sais même pas comment ça s'appelle, je sais même pas si on peut appeler ça un barman. Oui, ou le tenant du bar, Ouais, ou tenancier, ouais. En tout cas, la personne qui gère le tabac lui dit comme quoi que son père se trouve au dernier sous-sol de son ascenseur. Il y va et au dernier sous-sol, il se retrouve dans un monde totalement fantaisie, opposé du sien, qui était plus urbain et plus terre à terre. Là, rien à voir. Château fort, des créatures énormes et qui n'existent pas, des arbres roses, bref. Une faune et une flore complètement différentes. Et arrivé là-bas, il se retrouve face à un homme, un grand homme, qui l'attaque directement et qui semble en savoir beaucoup plus à la fois sur le père de Flamme, sur les environs et sur Flamme lui-même. Voilà. Et du coup, la quête de Flamme, retrouver son père là-dedans et en savoir plus sur justement toutes ces choses-là. Ouais, entre temps, j'ai plus cogité, j'avoue, sur ça. On voit dès le début 4 signes classiques des jeux de cartes, trèfle, cœur, pique, carreau. Est-ce que tu peux expliquer leur présence constante le long du manga? Parce que c'est des logos simples. C'est des logos simples et c'est facilement mémorisable. Ça parle à tout le monde connaît les jeux de cartes, tout le monde a forcément déjà joué à un jeu de cartes, les jeux de cartes classiques, hein, de 34 cartes, comme tu as dit, cœur, pique, etc. C'est des motifs qui parlent à tout le monde, c'est des motifs qui sont pas inconnus, c'est simple, il n'y a pas de prise de tête, je vais pas non plus, encore une fois, comme j'écris pas Flamme, donc je me suis pas creusé la tête plus que ça pour apporter un vrai logo, un vrai design à des choses, etc. Je préfère jouer là-dessus. Et en plus, il y a tellement de choses à faire avec. C'est vraiment la facilité, la simplicité. Et au fur et à mesure, je me dis, tiens, ce serait marrant de jouer sur ça, sur tel truc, etc. Déjà, la première folie que je me suis permis avec ça, c'est d'inverser leur couleur. C'est-à-dire que le trèfle de base, il est noir, maintenant il est rouge. Et le carreau qui de base est rouge, maintenant il est noir. C'est vraiment sur ça que j'ai le plus joué, enfin en tout cas la première subtilité là-dedans. Et en tout cas aussi je trouve, là ça me vient comme ça, mais c'est un peu une façon de déconnecter notre monde au leur, comme quoi des couleurs et des logos aussi simples que les jeux de cartes, juste le fait de les avoir inversés, ça donne déjà un premier petit malaise, dans le sens où on est dans un endroit où un code comme ça n'est pas respecté, donc quel autre code y a-t-il dans l'univers qui ne sera pas respecté? Il y a plein d'autres codes qui ne sont pas respectés par rapport aux nôtres, etc. Surtout en différence d'époque, mais c'est déjà une façon subtile de montrer qu'on n'est pas dans un monde comme les autres. Voilà. Mais là c'est un truc, ça me vient comme ça, et je pense que, en tout cas c'est pour ça que ça choque pas, et que ça marche bien dans l'univers, quoi. Pareil, Flamme, il est très reconnaissable aux croix qu'il a sur les joues. Ouais. Ouais, c'était ton choix aussi, qu'on le reconnaisse bien de cette façon. L'idée, c'était juste d'avoir un personnage qu'on puisse reconnaître. Et en fait, de base, Flamme, il est très basique, il est très banal. Je l'ai fait sur une feuille au hasard. Feuille que j'ai retrouvée d'ailleurs entre les deux prises. Feuille que j'ai retrouvée. Et dessus, rien à voir, mais c'est... Enfin, alors je compte sur toi pour que tu me l'envoies entre temps et qu'on le mette sur la vidéo, qu'on voit un petit peu la différence. Faut que je le détruise. Mais franchement, je l'ai repris en photo. Ouais. Mais en fait, là, l'histoire, elle va partir un peu plus loin. Mais en vrai, en fait,
je ressortais du one shot que j'avais fait juste avant PEGM, point épée, gun et monstre, que j'ai fait vraiment juste pour le défi. Pour le défi de faire des rushs, etc., de faire beaucoup de pages en très peu de temps. Et après ça, il y a eu des semaines qui se sont passées, etc. Je l'ai montré à plein de gens et j'ai rencontré Third PHP, qui lui, en fait, moi de base j'avais un carnet et lui il avait pas de carnet. Il fonctionne pas sur carnet, il fonctionne sur tas de feuilles. Ah. Parce que il avait raison, parce que, enfin il a raison toujours, parce qu'en fait un tas de feuilles, 1000 feuilles, ça va te coûter 2,50 €, alors qu'un carnet avec 90 pages, ça va te coûter 12 €. Ah oui. Ouais, c'est Ah deux oui, proportions. oui, c'est lui qui a raison. Donc mieux vaut de prendre un paquet de feuilles d'imprimante qu'un petit carnet avec une bonne qualité à la limite de papier, ou même des fois t'as la même qualité du papier mais c'est juste en carnet donc ça coûte plus cher. Du coup je me suis dit, il a raison, et donc je me suis pris un tas de feuilles et j'ai bombardé dessus, et sur une feuille, juste après Point épée gun et monstre, où j'avais refait certains designs de ce one shot là, je me suis dit, je vais faire autre chose encore, je vais faire un autre one shot. Mais c'était pas un one shot. Genre, je savais très bien, je me suis dit, j'ai fait mon one shot et tout, j'ai réussi mon défi. Maintenant, comme moi plus tard, je vais éditer d'autres projets qui seront beaucoup plus longs et qui sont vraiment sur des tomes, etc. Puisque de base, Flamme, ça devait pas sortir en tome, c'était juste être sur Manga Draft et sur les réseaux. Bah, je me suis dit, il faut quand même que je me prépare. Faut que je sache faire un premier chapitre, parce que faire un premier chapitre à one shot, c'est pas pareil. Faire un premier chapitre, puis un deuxième chapitre, parce que c'est encore une fois c'est encore une autre dynamique, et je trouve que le deuxième chapitre c'est même plus compliqué que de faire un premier ou le troisième. Donc c'est plus dur d'embrayer en fait selon toi. C'est ça, puisque le premier chapitre t'as mis des trucs, maintenant faut rebondir dessus, mais en même temps ça reste le deuxième chapitre, donc faut pas trop que ça aille trop vite. Et je me souviens que habituellement ça m'était jamais arrivé, mais c'était la première fois, en tout cas dans toute ma vie, où j'ai refait un storyboard, mais genre plus de 3-4 fois. Ouais, et c'est que sur le chapitre 2. Les autres chapitres, après le chapitre 2, je n'ai jamais refait un... Oui, c'est lui qui t'a donné le plus de difficultés. C'est clairement ça. Puisque j'ai fait... En fait, au final, j'ai fait 3 timelines différentes dans le chapitre 2. Ah oui, 2. Ça, on en avait parlé. Tu veux le ressouligner? Ça, on peut en reparler plus tard, parce que c'est pas le même type de timeline. C'est qu'en gros, genre, j'ai fait une première version du chapitre 2 où il y a... Comment il s'appelle? Où il y a Bob... qui, en fait, à la fin du chapitre 1, Bob il finit au-dessus de la... Donc Bob, c'est le grand gaillard qui rencontre en premier. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je l'ai pas précisé. Mais Bob, ouais, à la fin du chapitre 1, il finit au-dessus d'une falaise où il a affronté Flamme. Et bah dans le chapitre 2, il devait sortir de cette falaise-là. En fait, il y a plein de trucs qui devaient se passer. Il devait sortir de cette falaise-là pour dire ouais, c'est bon, on a fini, maintenant on passe à la suite. Mais j'aimais pas. Il y avait une autre partie où Ching devait apparaître dès le chapitre 2. Donc Ching, sa sœur. C'est ça. Et une autre combattante. Qui arrive et qui qui parle, et l'histoire elle continue. Il y avait une autre encore où Flamme allait utiliser le briquet, enfin qu'il utilise le briquet. Le briquet de son père. Le briquet de son père, qui a l'air d'être, qui n'est pas banal du tout. Et du coup, qui fait que il y a Chin qui apparaît, il y a Bastion qui apparaît, qui est encore un autre membre de leur groupe, qu'on voit dans le tome 1. Encore un autre personnage qui, au final, j'ai oublié de le mettre dans l'histoire, encore aujourd'hui. Du coup, au final, il n'existe plus. Est-ce qu'il va revenir plus tard? Non, parce qu'en fait, de base, il était censé... En fait, à la limite, en tant que figurant. Mais en fait, de base, il devait faire partie du groupe même de Bob, Ching et Bastion. Mais je l'ai oublié. Je l'ai complètement oublié. Mince. Mais il devait apparaître à ce moment-là, avec encore un autre personnage qui, lui, par contre, je l'ai pas oublié, je me souviens très bien de lui, il est encore là, qui devait apparaître, etc. Et en fait, la dynamique de l'histoire était beaucoup plus accélérée, ça allait beaucoup plus vite. Et j'aimais pas, je préférais prendre mon temps sur des trucs, c'est pour ça que le chapitre 2, c'est beaucoup plus de blabla, etc. Et bref, du coup, c'était dur, il fallait que je me prépare à faire ce genre de truc. Et donc, pour me préparer à ça, fallait que je prépare une nouvelle histoire, puisque je ressortais d'un one shot. Donc sur cette feuille là, j'avais redessiné les persos principaux, tout ça. Et sur la feuille, petite anecdote, sur la vraie feuille A4, il y a des persos, parce que je venais de lire Pilgrim de Shindo. De Shindo. Ouais, je venais de lire Pilgrim de Shindo, et en même temps, j'avais regardé Alice in Borderland sur Netflix. Et là où juste avant, je viens de dessiner... comment elle s'appelle ? Dans Pilgrim, il y a une des professeurs de
Ah oui, alors j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas lu Pilgrim, alors je me souviens De plus des noms. Xenos. Ah, Roselia. On le mettra, Ouais, c'est on le aussi. mettra en Mais titre. en tout cas, j'avais redessiné une de ses profs et son assistante. Mhm. Et sur cette même feuille-là, en fait, après, Alice in Borderland, j'ai dessiné. Et après, comme je lisais beaucoup de Dreamland aussi, donc Flamme, il ressemble beaucoup. Enfin, les premiers essais de Flamme, ils ressemblent beaucoup à Terrence. D'ailleurs, j'ai mis dans mon dossier d'édition que le manga préféré de Flamme, c'était Dreamland. Mais ils ont un peu le même caractère tous les deux, hein. Et ils ont ce même truc. En fait, même en termes de design, le pull, jean, basket et. Coiffure les au cheveux. ventilateur. C'est clairement ça, les cheveux rouges, orange et le pouvoir du feu. Même si Flamme, son pouvoir, c'est pas le feu. Bah, enfin, la thématique en tout cas du feu, c'est bon, ça part. Et après, le truc, c'est que quand je l'ai fait, bah, il ressemblait beaucoup trop à Terrence. En tout cas, on pouvait trop facilement faire l'assimilation. J'ai mis son petit dégradé et tout, mais il ressemblait encore un peu trop à Terrence. Et en fait, je me suis dit, putain, faut que je trouve un truc. Et il y a un truc qui marche. Et j'ai refait un peu les mangas qui marchent, etc. Et j'ai remarqué dans Naruto, puisque c'était aussi la hype que j'avais à ce moment-là, c'était Naruto, où Naruto, il a des moustaches de chat un peu sur le visage. Et ça, je me suis dit, il faut que je trouve un truc et tout. Et à l'improviste, premier essai, one shot, pas de recherche, de test où j'ai fait des ronds, des triangles, 2 croix sous les joues, j'ai fait, ça me choque pas. Ça part direct. Vendu. Ouais, et c'est pas des cicatrices, c'est pas des taches de sang, je ne sais pas ce que c'est. Comme les moustaches de Naruto, je sais pas ce que c'est. Un peu comme les signes des cartes, comme les autres, hein, comme tarot et tout ça. C'est des choses simples, mais qui marchent. Alors, on voit que les premières interactions de Flamme dans ce nouvel univers sont assez sportives, hein, ça castagne et après on parle. Il faut quand même souligner, on en a parlé tout à l'heure, que les femmes sont pas en retard dans ton univers. Ching, donc la sœur de Bob, qui est le premier combattant que Flamme affronte, et qui va être sa formatrice. Ouais. Et qui vraiment n'a pas à rougir, hein, elle est costaud. Ah ouais, non. Tu peux nous en parler? Ah oui, clairement je peux. Ching, en fait, il y a ce truc, je pense, comme je disais tout à l'heure, quand j'aime bien un caractère, je le mets et je le pousse à fond. Et il y a un caractère que j'aime beaucoup, et c'est un caractère en vrai de vrai, maintenant que j'y repense, c'est un peu un truc signature parce que dans toutes mes histoires, il y a un personnage comme ça. À chaque fois, il y a un personnage comme Ching. Par exemple, dans Point, épée, gun et monstre, là, le one-shot que j'ai fait juste avant, que j'aime, il y a 3 personnages, c'est 3 personnages principaux. C'était Rigobet, Neil et Kaline. Et sur les 3, il y a Neil du coup, qui c'est une musulmane samouraï qui est inspirée d'un compte Instagram qui s'appelle ZS Samouraï. En fait, c'est un couple de gens qui font du kendo et tout ce qui en découle en tout cas de la culture du samouraï, etc. Et j'aime beaucoup. Et en fait, comme la femme dans le couple elle est voilée, en fait il y a un chara-design incroyable que je trouve que ça crée en fait. Ce côté voilé et samouraï, il y a un délire ninja, etc. Un côté décalé parce qu'on les imagine pas combattantes comme ça. Ouais, clairement pas. Et je trouve qu'il y a une très très belle dynamique en plus entre les deux, etc. qui marchait bien, enfin qui marche bien toujours parce qu'ils sont toujours actifs. Et bref, et du coup j'ai repris ce design là et en fait Neil de base elle a un caractère très Ching en fait dans comment elle est, c'est-à-dire qu'elle est très forte psychologiquement, dans son caractère, elle est vraiment en place, elle sait ce qu'elle veut, elle est très très forte, elle est super forte, c'est même la plus forte de toute la garde. Hein. De toute la garde, c'est l'une des plus fortes. Enfin, non, je dis n'importe quoi, c'est la plus forte, mais en fait comme elle a une barrière, ça c'est parlé dans le manga, mais en fait elle a pas de pouvoir par rapport aux autres, oui, par rapport à son qu'on etc. pourrait, alors c'est pas exactement ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, on pourrait qualifier ça de mana. Ouais, voilà. Équivalent. C'est ça, ouais, c'est en fait cette énergie qu'ils ont, en fait elle l'a pas, c'est ce qui fait qu'elle est bridée par rapport aux autres, mais en soi, en force pure, physique, elle est plus forte que tout le monde. Et je pense que c'est un peu ce côté-là que j'aime bien en fait. Parce que de base j'aime beaucoup les persos qui n'ont pas de pouvoir, genre les Rock Lee, les persos comme ça, j'aime beaucoup les persos qui n'ont pas de pouvoir. Ils se sont fait eux-mêmes. Et ils se sont fait eux-mêmes et surtout qu'ils ont dépassé les limites possibles dans leur histoire ou dans leur univers. Donc que ce soit les limites physiques, les limites même de magie pour certains.
J'ai un autre personnage beaucoup plus tard dans un autre manga qui lui par exemple de base il a un pouvoir vraiment qui paye pas de mine, il est vraiment nul mais il l'a poussé à des limites extrêmes. Et un autre qui lui comme je dis où il a repoussé les limites de façon incroyable. Et Ching en soi genre, c'est vraiment le cliché de ce personnage là que j'aime et que je mets là-dedans et que je pousse au max. Genre c'est que du physique qu'elle a et c'est ça qui me plaît énormément. Et le mettre ça sur Ching qui est un personnage féminin, je trouve que ça a plus de sens et je trouve qu'en fait en vrai de vrai je trouve que c'est juste plus stylé en fait. Ça aurait été un personnage, ça aurait été un homme, ça aurait été un énième homme fort physiquement. Alors que là une femme, c'est moins... Alors il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de contre-exemples, mais c'est moins commun un personnage principal ou minimum secondaire qui a une telle force. Très souvent c'est soit la sensei, c'est soit un personnage tertiaire, soit il y a très peu en vrai de femmes vraiment fortes dans la tête, physiquement et droit dans ses bottes, comme Ching. Après, ça fait longtemps que j'ai pas lu d'histoire, mais en tout cas, qui est forte dès le début, et qui n'a pas un caractère de gnangnan. Et puis, c'est pas une pipelette non plus. Hein. Et clairement pas, elle parle pas, et c'est aussi un caractère que j'ai moi-même en vrai. Enfin, c'est ce que j'aimerais être en soi. Quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui agit quand faut agir, et surtout qui n'agit pas pour rien. C'est-à-dire que Ching, à chaque fois qu'elle bouge ne serait-ce qu'un petit doigt, c'est parce qu'il y a une action après derrière. C'est-à-dire que même par exemple quand Flamme lui pose plein de questions, la seule fois, en plus on la voit à peine bouger, mais la seule fois où elle bouge, c'est pour lui mettre une patate pour lui dire tais-toi, tu parles trop, je t'ai dit, tu te tais, petite fessée, on continue, on passe à la suite. Et même après, quand elle bouge, c'est soit pour aller d'un point A à un point B, c'est pour se battre avec lui pour l'entraîner, c'est tout. Et sinon elle ne parle pas, elle ne dit rien, ou sinon encore une fois quand elle parle, c'est pour dire quelque chose, mais pas pour parler dans le vide. Autant Bob, il se permet des petites vannes par-ci par-là. Bastion, pareil, il se permet de rigoler après lui. Il est très éloquent. Ouais, voilà, il aime trop faire ça, il est insupportable. Mais Ching, elle ne dit rien. Si elle parle, c'est pour dire quelque chose et elle ne passe pas par quatre chemins. Et c'est en ça, même dans son écriture, dans ses dialogues, j'ai essayé de faire des phrases le plus courtes possible et des phrases les plus parlées possibles aussi. C'est-à-dire qu'il y a des abréviations qu'on se permet de dire à l'oral, mais qui en soi, à l'écrit, ne passerait pas. Par exemple, au lieu de dire, je sais pas, dans la vie de tous les jours, on peut dire quoi, il y a quel mot qu'on contracte Ah, je saurais pas te dire. Bah, par exemple, normalement, en français, on devrait dire je ne sais pas. Ouais. Bah, elle dirait je sais pas. Ouais. Genre, c'est ça, genre, c'est le plus rapide possible, il n'y a pas de je ne sais pas, il n'y a pas de Ouais, formulation. elle prend les chemins les plus courts. Ouais, voilà, c'est de l'argot. Elle parle comme ça. Et en même temps, elle est quand même si elle le montre pas tout de suite, elle est quand même assez protectrice avec Flamme. Ah ouais, clairement. Et avec son frère. Surtout son frère. Flamme, ça viendra beaucoup plus tard, mais ouais, surtout son frère où elle est... En fait, encore une fois, elle est pas bête. Elle est pas bête. Aucun des personnages n'est vraiment bête, à part Bob peut-être. Enfin, Bob, il est pas bête, il est naïf. Oui, c'est ça, il est naïf. Il est naïf, mais il est pas bête. Mais en fait, les persos... Même ça, en vrai, les persos bêtes, j'aime pas ça. J'aime pas trop les persos bêtes. Les persos naïfs, c'est quelque chose. Donc en gros, qui se laisse avoir, etc. Selon moi, c'est pas de la bêtise. Mais le cliché du personnage bête, con, en mode... qui comprend pas ce qui l'entoure. Et qui lui-même, en soi, pendant des moments sérieux, il est pas capable d'être sérieux. Pas pour... Par exemple, tout à l'heure, je parlais de Spider-Man. Mais Spider-Man, lui, quand il fait un peu le zoulou et le mec un peu con pendant les combats, c'est pour décompresser. Et ça, c'est dit en plus dans les comics, c'est vraiment pour décompresser parce qu'il a une pression de ouf à devoir affronter un personnage qui peut le tuer, qui peut faire d'autres victimes. Donc c'est vraiment une façon de décompresser. Ça, j'aime bien, parce qu'en soi, il est intelligent et il utilise sa bêtise de façon intelligente. Mais par exemple, les Sangoku, etc., les Sangoku enfants, je parle, et aussi du coup celui de Dragon Ball Super, des personnages comme ça, bêtes, ou les Luffy. On en a fait vite le tour. Ouais, je souffle. Gon, pareil. Après, Gon, il devient intelligent à force d'évoluer. Mais des persos qui sont vraiment bêtes, moi, ça me saoule. Ça me saoule énormément. Donc, on remarquera qu'il y a très peu de personnages bêtes, ou du moins, très peu de personnages qui sont foncièrement bêtes. Ou genre, ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Ils ne savent vraiment pas dans quoi ils s'embarquent. Donc, ils ont aucun QI. Que ce soit en combat et en dehors, je déteste ça. Et dans les persos les plus intelligents, il y a Ching qui est très perspicace, après c'est différents types d'intelligence, mais il y a Ching, elle est vraiment terre à terre, réaliste, elle est ancrée sur le truc, et du coup en soi, faut protéger un peu, dans un monde dans lequel elle vit, le danger il est n'importe où en fait.
il y a des personnages, ils ont des pouvoirs, c'est terrifiant, faut les canaliser. Du coup, tu peux pas te permettre d'être là et de t'amuser. Non, faut que tu t'entraînes. C'est ça. Et sachant qu'elle, elle a pas mal souffert en soi, elle est dans une mentalité où faut prouver aux autres que t'es là. Et sachant que, encore une fois, de par son histoire, en plus étant une femme, faut qu'elle montre que c'est une femme, qu'elle est pas coconne, son taf c'est pas faire le ménage, la cuisine, faut qu'elle fasse ses marques dans un monde où c'est quand même vachement les hommes, les guerriers, les femmes. On rejoint un petit peu notre univers où les femmes font souvent 2 fois plus d'efforts pour avoir leur place en fait dans la société. Ouais, elles sont un peu obligées, après ça dépend de la société, mais en soi, ouais, c'est clairement réel, tu vois, c'est des trucs faut y penser, c'est des sujets un peu à traiter. Et ça, encore une fois, dans toutes mes histoires, c'est... En fait, les persos féminins, j'aime beaucoup ça, mais les persos féminins forts, je peux péter ma tête dessus. Hein. J'explose mon crâne sur mon bureau quand il y a un personnage féminin fort, et surtout quand c'est une vraie force. Un personnage féminin fort pour être fort, ça me saoule. Parce que c'est vraiment juste remplir un quota pour remplir un quota, et j'aime pas ça. Les quotas, j'aime pas ça. Mais là, on parle d'un personnage féminin qui est devenu fort pour faire ses preuves dans un monde qui ne lui permet pas de nature. Déjà, en plus, elle a pas de pouvoir. Faut bien qu'elle serve à quelque chose, la madame, à un moment. Donc, faut qu'elle se donne à fond, quoi. Et elle, c'est l'entraînement ou rien d'autre. Les premières phrases qu'elle dit à Flamme quand elle commence l'entraînement, c'est t'es une merde. Du coup, genre, je vais faire de toi un tigre. Maintenant, faut que tu deviennes fort, quoi. Faut que tu le mets dans le bain tout de suite. Ouais, voilà, y a pas de... Écoute, t'as un potentiel... Non, y a pas de potentiel, ce truc-là, on n'en parle pas. T'es fort ou t'es faible, point barre. Et toi, t'es faible, on va faire de toi un fort, c'est tout. Alors justement, tu me parlais de ce monde qui ne fait aucun cadeau, de forces terrifiantes, etc., qu'on doit canaliser. Est-ce que tu peux nous parler de ce monde où atterrit Flamme et ce qui t'a inspiré pour le réaliser ? En soi, ce qui m'inspire pour Flamme, c'est le fait de ne pas avoir de limites. Ce que j'aime bien, c'est des univers où il peut tout se passer, mais que ça a quand même un certain sens et une certaine cohérence. Par exemple, tout à l'heure on a parlé de Hunter x Hunter, c'est un univers que j'aime beaucoup, parce qu'il y a des personnages qui ont des téléphones, mais en même temps on est dans un univers qui peut s'apparenter des fois à du médiéval. Mais pourtant les deux coïncident et ça marche. Il y a des personnages il y a des pistolets, des téléphones, il y a des voitures, mais il y a un délire plus fantasy, il y a des chevaliers, il y a des rois, il y a des princes, des trucs comme ça, et ça c'est des trucs que j'aime beaucoup. Après j'étais obligé de me limiter à ça dans Flamme, puisque dans Flamme on n'a pas de... Il n'y a pas de téléphone, quoi, c'est vraiment full fantasy. Mais du coup ce qui m'inspire là-dedans c'est vraiment ce genre d'univers où où je peux pas me brider. Après j'aime beaucoup la fantasy pure aussi, mais dans la fantasy pure, il n'y a pas beaucoup de codes. Enfin, en tout cas, c'est pas des codes qui t'empêchent de faire des trucs. En gros, par exemple, dans un truc très 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 réaliste, très terre à terre, tu peux pas te permettre de mettre des dragons. Moi, les dragons, j'aime beaucoup ça. J'aime les dragons. Faites des dragons, s'il vous plaît. Pareil. J'aime beaucoup les dragons. J'aime trop ça. Et dans Flamme, je peux mettre des dragons si je veux. Ah. Ça choque pas. Donc, t'as travaillé ton potentiel de dragon. Ouais, là, les dragons, je vais en mettre. Je suis obligé d'en mettre. J'aime les dragons, je vais mettre des dragons. Et du coup, dedans, je peux en mettre. Et même pour les énergies, je peux me permettre de faire un personnage qui peut faire apparaître des choses, disparaître des choses, mais de façon purement magique. Pas de façon scientifique, avec de la prestidigitation, des trucs comme ça. Et en soi même le pouvoir, le système de pouvoir que j'ai mis dans Flamme, c'est un système de pouvoir où vraiment je me suis pas fait chier, où vraiment je me dis, si y en a un, il peut faire ce pouvoir-là, enfin il peut faire telle capacité, c'est parce que c'est le pouvoir qui est comme ça. Par exemple dans Dragon Ball, le ki, c'est une énergie vitale, donc tu l'augmentes, tu la baisses, tu peux la ressortir pour faire des kamehameha, des trucs comme ça, mais tu peux pas créer un immeuble avec. Avec le ki, tu peux pas... tu peux faire des lames de ki, mais tu peux pas créer une lame. Parce que c'est des trucs comme ça. Même par exemple, les stands dans Jojo, t'as la créature qui peut... t'as le stand en lui-même qui est là,
qui peut faire certaines choses. Tu peux faire des trucs avec le stand, il peut porter des choses, etc. Mais en fonction du pouvoir du stand, t'es plus limité, tu vois. Et t'as des stands qui existent, d'autres qui n'existent pas. Enfin, pour l'instant, après, Araki, il est tellement fou que il redéfinit à chaque fois ses trucs. Mais par exemple, dans Hunter x Hunter, encore une fois, dedans, le naine peut faire plein de choses. Le naine, on peut faire des bâtiments avec. Genre, si t'as un naine qui est basé sur ça, tu peux faire des bâtiments. T'as un naine qui te permet de te téléporter, tu peux te téléporter. Et en plus, ça, très souvent, t'as un type de naine, et après, le personnage en lui-même, c'est lui qui a façonné son pouvoir. Il s'est dit, vas-y, je vais faire un pouvoir. Mon naine, je peux me matérialiser des choses, bah, je vais faire en sorte parce que je vais matérialiser un bâtiment, et dans ce bâtiment-là, je vais incorporer des codes qui fait que quand tu es dans mon bâtiment, j'ai tes propriétés, toi tu fais ci, toi tu... Et bref, c'est très précis. Hein. Un système de pouvoir comme ça, tu peux faire ce que tu veux en fait. C'est ça qui est cool. Et du coup, c'est ça que j'ai voulu mettre dans Flamme. Et après, le truc, c'est que dans Flamme, moi, ce que je préfère, c'est quand on a des pouvoirs, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais plus dans la puissance que dans la technique en elle-même. C'est-à-dire que, encore une fois, dans Hunter x Hunter, eux, bah, tu as des pouvoirs où tu peux créer des choses matérielles, un bâtiment, des ciseaux, des trucs comme ça. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça dans Flamme. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand tu as un système de pouvoir où tu as une capacité. Par exemple, je sais pas, Bob, lui, il a ce truc coup de pied marteau, des choses comme ça qui viennent. Mais en gros, à partir de là, juste, il est ultra fort et tu as une démesure incroyable qui se crée, où ça fait des énormes cratères, il peut aller super vite. Il y a de la foudre un peu autour de lui, bon, c'est la représentation de l'énergie qu'ils ont là-bas, mais en soi, il a plein de trucs comme ça, une panoplie de choses, et comme ça, moi, là non plus, j'ai pas de limite. En gros, j'ai fixé une capacité à mon perso, et je suis obligé de tourner que sur ça. Dans Hunter x Hunter, t'as ton personnage, il peut faire des bâtiments, bah il va pas faire un kebab, il fait un bâtiment, il peut faire que ça. Alors que là, dans Flamme, je peux trouver des dérivés avec des petites pirouettes où ça peut marcher. C'est ça qui me plaît, en fait, vraiment, où je peux faire ce que je veux, sans que ça pose de problème, sans qu'on se dise, oula, là ça. Il y a un décalage. Ouais, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il y a un personnage qui peut faire ça et lui il fait ça? Non, c'est bizarre. Bref, du coup, ça peut être. Ça peut poser problème et moi je veux pas que ça pose problème. Je veux faire ce que je veux sans qu'on me dise. No limite. Ouais, voilà. Et même en soi, dans les histoires en général, avoir des univers avec des codes et des règles qui me fixent pas de limites, surtout que j'aime beaucoup tester des choses. J'aime beaucoup aller dans des ambiances différentes, dans des trucs. Le one shot juste avant, c'était un one shot thème apocalyptique, très urbain, terre à terre, tout ça. Et même dans ça, j'ai réussi à y mettre des pouvoirs où il n'y a pas de limite de pouvoir, où il y a des monstres quand même. Bref, avec une certaine logique dans l'histoire. Mais encore une fois, je déteste avoir un truc trop codé, si je fais un perso comme ça, je fais mon perso comme ça, point barre. Voilà. Ouais, c'est quand même le propre du manga, c'est aussi de pouvoir s'évader et se faire plaisir. Autant pour le créateur que pour le lecteur. Ah, clairement, si. Un créateur qui peut pas s'évader, c'est ce qui crée vraiment au final. C'est très triste. J'ai noté pas mal de cases pleines pages tout le long de ma lecture. Est-ce que ça prend beaucoup de temps à réaliser? Est-ce que c'est difficile? C'est les cases les plus faciles que j'ai à faire. Puisque c'est une case. Donc au final, c'est bon, la case elle est faite, on passe à la suite. Je peux même accorder plus de temps dessus. Puisque du coup, j'ai pas à me dire, bon là, la case elle me prend trop de temps, j'ai encore 4 autres cases dans la page à faire. Non, c'est vraiment les cases les plus rapides et ça prend le plus de place. Du coup, en fait, c'est une page de fait. Au lieu d'avoir une page avec 4-6 cases dedans, où du coup tu vas passer, je sais pas, admettons, moi je mets en fonction de la case, je peux mettre entre 10 à 4 heures dessus. Tu fais 4 x 6, tu vois, c'est sur une page, alors que là, sur une seule case, comme j'ai dit, je mets 4 heures sur une case. Là c'est bon, j'ai fait 4 heures sur une page et ça fait une page d'économiser, on passe à la suite et je peux. Et en fait ça va plus vite, du coup c'est plus pour ça, parce que je suis quelqu'un, je me prends pas la tête, ou du moins très très peu, quand il s'agit de manga, de pages, etc. Je préfère aller dans le simple et efficace plutôt que dans le détaillé, et à la fin on comprend plus rien, des trucs comme ça. Donc même en général dans ma pagination, je fais très peu je pars très très peu loin, j'essaie de plus miser sur des mises en scène, où il y a des analogies, des trucs comme ça, où
on peut faire des petits parallèles où dans la case, il y a une mise en scène en elle-même plutôt que... Parce que je sais qu'il y en a, ils aiment beaucoup faire ça, des découpages un peu ninja. T'as une case ici qui représente tel truc, une case sur la droite qui représente autre chose. Non, moi c'est pas trop mon délire et du coup des fois au lieu de partir dans des grands angles et des trucs comme ça, une pleine page les gars, c'est bon, ça passe. Mais en La soi, sobriété, ouais, avant clairement. tout. Mais en plus de ça, dans mes mangas préférés, les meilleures pages, c'est les pages où c'est des pleines pages. Quand on cherche sur Pinterest manga panel, c'est pas des pages qu'on a, c'est des cases. C'est des cases iconiques. Ou sinon c'est des doubles pages aussi. C'est pas que des Oui, doubles pages, j'adore je les sais. doubles pages, souvent c'est magnifique. Moi quand je fais une double page, c'est vrai, faut qu'il se passe un truc dedans. Faut pas que ce soit une double page de décor. J'en Oui. fais très peu. Pas contemplatif, mais Ouais. action. Faut qu'il se passe un truc dedans. Et parfois même, ce que je préfère le plus dans la double page, c'est quand vraiment dans la double page, c'est une action qui se passe. Pas quand il y en a plusieurs. Si je le fais, c'est que vraiment j'ai pas le choix. Faut que ça aille vite et du coup faut que je cale la suite dedans. Mais sinon, quand je fais la double page, c'est vraiment c'est un moment figé dans le temps. On a ça et c'est tout. Et en soi, encore une fois, dans mes mangas préférés, c'est les doubles pages. Ça sert à ça. Hein. C'est très souvent des moments figés dans le temps qui prennent vraiment l'espace et tu te manges 2 pages pour te raconter un truc et tu dis ah ouais, là il s'est passé un truc chaud et tu tournes ta page et tu continues. Et en soi, ouais, pour revenir aux pleines pages, c'est vraiment juste, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple. Pour ça, tu peux t'attarder sur plus de petits détails, alors que sur une petite case, des fois, t'es obligé de bâcler certains trucs parce que de toute façon, c'est une petite case donc ça se verra pas. Alors que là, grande case, ok, là tu peux t'amuser, etc. C'est très souvent sur les plus grandes cases où je glisse le plus de trucs en fond. Voilà. On a parlé de ton premier one-shot tout à l'heure, que tu as enchaîné sur Flamme. Donc finalement, c'était pas vraiment un échauffement, mais tu as cultivé ton talent avec Flamme. Est-ce que tu as d'autres aspirations pour le futur? Est-ce que tu as des projets? J'ai 2 projets pour le futur. Enfin, non, en fait, j'en ai trop. C'est mieux. J'ai plein de projets pour l'avenir. En fait, tout ce que je fais là, c'est justement pour préparer ces projets-là, en fait. Tout ce que... Je me suis fait un peu un plan de carrière, entre guillemets, mais grosses guillemets, parce qu'en vérité, je l'ai pas fait dans l'optique de préparer un plan de carrière. C'est qu'en gros, je me suis dit, ok, moi, je veux faire ça à la fin, avec un ami à moi. Je compte faire ce projet-là. Et bah, ce projet-là... faut que je me prépare en fait, faut que je puisse l'assumer. C'est un projet qu'on prépare depuis qu'on est au lycée. On se dit, écoute, voilà, dedans, de base c'était vraiment juste un délire. On s'est dit, putain, ça c'est drôle, ça c'est cool, ça c'est stylé, tout ça. Et de fil en aiguille, je fais, mais attends, moi je vais faire du manga. Toi, t'as de bonnes idées. Viens, au pire, t'es scénariste. Moi, je dessine le truc et tout. Sauf qu'au final, à un moment, je me suis dit, putain, en vrai de vrai, je dessine pas assez bien. J'ai trop de défauts par rapport à ça. Faut que je me mette à corriger le truc, etc. Donc j'ai commencé à un peu plus travailler mon dessin, etc. Et aujourd'hui, en soi, j'ai un niveau qui me plaît beaucoup plus, mais c'est pas le niveau parce que le projet que je veux faire, qui est bien après Flamme, faut que vraiment il en jette, quoi, que ce soit dans le dessin, que dans le scénario, l'histoire et tout. Faut que ce soit vraiment le manga c'est le manga que j'aurais aimé lire quand j'étais plus jeune. Ce manga-là qui met vraiment tout ce que moi j'aurais kiffé. Comme je disais tout à l'heure, très souvent je prends des trucs que j'aime bien par-ci par-là. Bah là, ça aurait été le manga, en gros, tout ce que j'aime, il se trouve dedans. Et c'est vraiment un manga qui me fait plaisir. Flamme, je me fais le plaisir dedans, mais plus d'un point de vue expérimental. En gros, ça me fait plaisir de tester des trucs, tester des mises en scène, tester des personnages, voir si telle dynamique ça marche, etc. Là, c'est pas du test, là, c'est du sérieux. Et du coup, pour préparer ça, bah, j'ai encore un autre projet avec ce même ami, où c'est un projet qui sortira avant, si j'ai la foi, et si je finis Flamme à temps, etc. Ou dedans, encore une fois, ce serait vraiment pour amorcer. Là, c'est plus d'un point de vue professionnel, pour être présent déjà dans la sphère, etc. C'est le premier manga édité dans une maison d'édition, dans une grande maison d'édition de hockey, etc. Où je prépare le truc, où cette fois-ci aussi, pareil, le dessin, je pourrais me permettre de tester plus de trucs, etc. Bref, encore d'autres choses que je prépare dessus. Et là, pour l'instant, c'est Flamme. Avant ça, pour me préparer à faire un manga, bah, des chapitres, c'est Flamme qui m'aide à faire ça, à essayer de gérer une histoire sur un tome, 2, 3, 4 maximum. Sur Flamme. Sur Flamme, histoire de me dire, au moins je sais gérer une histoire, je sais faire un arc. Tout à fait. Je sais faire un arc.
c'est que pour ça que je fais Flamme, quoi. Savoir faire un arc, savoir faire des personnages d'autres que juste avoir très peu de personnages dans un one shot. Bref, ça me sert à ça Flamme. Avant ça, le one shot c'était pouvoir faire très peu de pages beaucoup de pages en peu de temps, donc me fixer une routine, me connaître moi-même. En fait, parce que c'était ZD qui m'avait dit ça, il m'avait dit ouais, si tu veux te trouver un rythme, en fait lui il fonctionnait comme ça en tout cas quand il m'en avait parlé, c'est que c'est dans l'urgence qui peut aller au bout des choses. Et en fait c'est dans l'urgence que tu te connais toi-même, là c'est moi qui le dis, c'est pas lui, mais selon moi c'est dans l'urgence que tu te connais toi-même, parce que dans l'urgence t'as plusieurs types de personnes. T'as des gens quand on leur dit ouais c'est demain le truc, ah ouais c'est demain, bah c'est mort, j'abandonne. D'autres gens qui vont dire ah c'est demain, ok bah vas-y je fais le maximum, si je finis pas tant pis. Et d'autres gens qui vont dire ok là c'est demain, je vais commencer par ça, je vais faire ça, comme ça là il me reste ça. Et bref, ils calculent tous ces trucs là. Et moi je suis plus dans cet esprit là où je me fixe une deadline, où genre ok j'ai tel jour à faire, ok je vais faire tac, telle étape, telle étape, telle étape, telle étape, ok je finis telle étape en tant de temps, telle étape en tant de temps, etc. Et c'est sur PEGM que j'ai appris la méthodologie que j'applique encore aujourd'hui sur mes pages, où moi je suis très simple, je fais mon storyboard, j'ai fini mon storyboard, je passe au crayonné, j'ai fini mon crayonné, je passe à l'ancrage, je finis mon ancrage, trame, texte, puisque comme la trame ça va plutôt vite comment je la place, puisque moi je suis pas quelqu'un qui nuance énormément avec mes trames, donc ça va plutôt vite. Je passe au texte en même temps, en parallèle, et le manga est fini. Il y en a, je sais que par exemple, je sais qu'il y a certains auteurs, ils font des tableaux Excel, où ils écrivent l'histoire, ils veulent que le one shot, enfin que le chapitre, il commence sur ça, ils finissent par ça. Il y en a qui écrivent tous les dialogues avec ce qui va se passer comme un script de cinéma, où avec écrit scène 1, ça se passe dans tel truc, tel personnage qui entre, etc. Ils font tout un roman avant de passer au truc. Moi j'ai juste l'idée dans ma tête, je le mets en storyboard, et après je passe directement aux pages. Et pour avoir cette méthodologie, je me dis vas-y, je vais partir sur ça. Bah avant ça, j'ai dû travailler dans l'urgence pour le one shot pour le one shot sur mon père, pour la fête des pères que j'ai fait. Où là dessus, j'ai dû me fixer une méthodologie parce que j'avais 3 jours pour le faire. Et j'ai dû gérer mon temps de sommeil pour manger, avoir quand même un peu de distraction à côté puisque je faisais que jouer à Tekken à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais vraiment en temps plein sur le dessin et le manga. Du coup, c'est là où je me suis dit ah purée, c'est à la fin. Parce qu'en fait, pendant le truc, comme j'avais aucune base avant, parce que je faisais des pages, mais c'était des pages par-ci par-là, ou sinon que je terminais jamais, puisqu'à la base, c'était que pour mes potes et moi par rapport à nos histoires. Ouais, t'étais sans pression en fait. C'est ça, y a pas de galère. J'étais un peu le gars où ouais, écoute, je vais faire un manga plus tard et tout. En fait, c'était cette époque-là où je pense que tout le monde a eu ça, mais c'est une époque où on a plus d'idées que de créa en soi. Ou plus en mode, oh j'ai eu une idée de manga hier, ce serait incroyable. Oh j'ai une idée de manga, ouais d'accord, t'as plein d'idées, maintenant faut les faire. Faut faire ces idées-là, c'est bien. Bah à ce moment-là, j'étais comme ça. J'avais des idées, j'avais voulu faire un manga, c'était Pax Boy, qui au final ne se verra jamais le jour. Voilà, je préfère le dire. Parce que je sais qu'il y en a que dans ceux qui me suivent depuis, ils savent que j'en ai parlé et tout, j'avais fait même un ARG dessus, bref. J'avais fait plein de trucs et tout pour teaser le projet, au final, que nenni. Bah d'ailleurs, c'est ce projet-là que j'ai mis en stand-by, soi-disant, pour faire le one shot sur mon père, puisque c'était dessus que je dessinais à la base. Et au final, j'ai fait, écoute, là, il y a le one shot pour mon père, enfin, il y a la fête des pères bientôt. Je fais une illustration chaque année à Ziflem. Je l'ai fait l'année dernière, il l'a toujours en PP. Je dois faire plus, je dois montrer que genre là, je peux faire plus. Mais tu voulais monter le niveau quoi. C'est ça, je voulais vraiment faire un truc où quand il va le voir, il va se dire ah ouais, là c'est pas un dessin que je mets en story en mode ouais c'est bien, mon fils il m'a dessiné, non j'ai plus cet âge-là, donc... Un vrai challenge. One shot, Babanks. Et je lui ai donné et basta. Et du coup j'ai mis en pause en plus c'était un projet que je vais faire éditer et tout, et que j'ai même fait lire à Kana. Ah ouais. Kana ils ont lu ce projet là. En fait ils ont lu 10 pages que j'avais prévu. En plus celui-ci j'avais écrit le tome 1, le tome 2, le tome 3. Ah ouais, t'étais très avancé. Ah mais là j'ai pas mes notes sur moi, mais sur mon ancien téléphone il y a des notes où c'est très très précis, où j'ai fait des chara design, Tu sais c'est pas perdu. Ah mais c'est là, hein. Le projet il est là, il est complet, il y a le personnage, il y a tout, il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a des décors. Peut-être que tu vas le remanier après.
mais j'y ne toucherai plus jamais. Non, Non. tu veux avancer, tu veux aller de l'avant. Non, moi je vais plus y retoucher, c'est une perte de temps parce qu'en fait c'était le projet que je voulais faire pour me faire tout seul. Mais en fait c'était le Flamme de l'époque. Ah, C'était ce que Flamme c'est devenu aujourd'hui par rapport à l'idée de faire un premier tome, écrire ces trucs-là. Bah je le fais déjà sur Flamme. Du coup ce serait un énorme retour en arrière de repartir sur un projet comme ce serait une perte de temps. En fait j'aurais juste rallongé et retardé les deux autres projets que je vais faire qui sont beaucoup plus sérieux et qui sont beaucoup plus ancrés sur ce que moi j'aime. Ce projet-là c'était vraiment en plus c'était vraiment vu comme de la com parce que le projet avait été calculé pour que ça marche. Donc j'avais analysé le marché, les thèmes qui se faisaient comme ce que font le Jump en soi. C'est-à-dire que ok là ce qui marche c'est les démons exorcistes. En plus c'était vraiment quand j'ai eu cette idée là, c'était sorti saison 2 Last Man en France, qui marchait très très bien en soi. Et c'était aussi le prime de JJK où il y avait la saison 2 qui allait être annoncée. Il y avait la saison 1 qui avait marché énormément. C'était les débuts de Dan Dadan. C'était bref, tous ces trucs-là. Du coup, partir sur un univers occulte avec des démons, entre guillemets, des fléaux, des choses comme ça. Des esprits en tout cas. Une possession, un truc comme ça. C'était la thématique. Et du coup, ce manga-là, il était fait pour ça. Et bref, j'avais écrit les personnages, les thématiques. C'était quelque chose d'assez deep dans ce que je voulais faire. Ça allait plutôt loin. Il y avait quand même toujours ce côté assez border. Et il y avait aussi ce côté très France que j'aime bien mettre, puisque Cocorico. Et voilà, et j'avais fait déjà des pages d'une scène qui était dans le manga, que j'avais écrit, qui mêlait à la fois introspection, puisque je suis quelqu'un d'assez introspectif en soi, et en même temps action, bagarre, etc. Avec une surdimension des pouvoirs, puisque j'aime trop ça. Et encore une fois, dedans, on se retrouve dans un univers, il n'y a pas de limite. Et en plus, il y a à la fois tel monde et notre monde, comme dans Flamme en vérité. Il y a un clash entre les deux mondes. Bref, j'avais fait ces pages-là que j'avais montré à Kana à la sortie du tome 1 de Senshiro, à sa soirée de lancement. En plus, c'est Senshiro qui m'a dit, mais moi, tes pages en soi. Bah, il m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a dit, moi, je m'en fous de tes pages. Il y a un éditeur juste là, c'est lui qu'il faut aller voir. Et c'est lui qui m'a poussé vers. Oh, trop mignon. Ah ouais, c'est lui qui m'a poussé vers Kana. Et de base, j'étais là, je voulais pas. Et j'étais avec Kushin, Ah oui. mon ami artiste de toujours, qui lui aussi, il était là, il préparait son projet. Lui, il a son Flamme aussi à lui en soi. Nos héros sur Manga Draft. Voilà, je préfère faire la pub maintenant. On note. Mais faut lire, c'est incroyable. Et bref, et lui, il était là aussi. Et aussi, ça je savais pas, mais il y avait Charles Compin. Non, Si. ce cher Charles. Il y avait Charles Compin. Bon, je pense que lui, il se souvient pas du tout de moi. J'étais derrière lui, il était passé avant moi pour aller voir Timothée Guédon, l'éditeur de Kana. Et bref, du coup, on était là et j'avais montré mon projet, etc. Ça, je lui avais envoyé par la suite parce que le projet n'était pas terminé quand je lui avais montré le truc, il était crayonné. Après, je l'ai fini, je l'ai envoyé et j'ai eu un premier retour et ça, je me suis dit, je veux faire du manga. En fait, de base, j'ai toujours voulu faire du manga en soi. Enfin, quand j'étais plus petit, je savais même pas que le manga français ça existait, donc pour moi, il fallait faire de la bande dessinée. Voilà, du coup, pour moi, c'était. Et moi, je voulais faire de la BD en fait, moi ça me dérange pas. Ouais, pour moi, ça me dérangeait pas, les légendaires, tout ça, moi je kiffais, genre, je suis bien. Tant que je fais des pages carrées. Et après, plus tard, j'ai su que le manga en France ça existe, ok, il y a Dreamland, City Hall, des trucs comme ça, ok. Les précurseurs. Voilà, et j'ai appris un peu comment ça marchait grâce à Altosan. C'est un youtubeur qui avait fait des vidéos sur le manga français où il avait expliqué les trucs qu'il fallait faire, etc. En soi, il reprenait vraiment juste ce que disait Renaud, mais à cette époque-là, quand t'es plus jeune. Renaud Le Maire. Ouais, Renaud Le Maire. Enfin, je l'appelle Renaud, en fait, c'est mon pote. Oui, mais c'est pour les éditeurs parce qu'ils savent pas toujours. Hein. Ouais, peut-être. Mais ouais, du coup, j'avais repris ce qu'il disait, enfin, il reprenait ce qu'il disait Renaud Le Maire, et je regardais beaucoup les rediffs de live de Renaud à l'époque où le tome 16 il allait sortir, il faisait la construction. C'est pour ça qu'il avait un style très très Renaud à l'époque. Et bref, du coup, c'est comme ça que j'ai appris comment se faire éditer, que j'ai appris tous ces trucs-là, que j'ai changé ma mentalité, et que en soi, ici, le manga en France, c'est pas la même chose, c'est plus compliqué, des trucs comme ça, et c'est là que j'ai aiguisé un peu mes canines et que j'ai ce caractère un peu plus franc affamé. Du collier. Ah ouais, vraiment, je suis un affamé de ce milieu-là. Et d'ailleurs, j'ai aiguisé mes canines avec Kushin, encore une fois. C'est lui qui m'a donné un peu cette arme de me dire, écoute frérot, là, ici, le manga français, c'est dur. Donc faut que tu sois dur aussi, faut que tu comprennes que les critiques, elles seront beaucoup plus dures parce que t'es en manga en France
qu'au Japon. Au Japon, ils peuvent se permettre des trucs, ça a plus de 100 ans le manga. Donc ils ont eu l'habitude de voir des... Ils ont vu des choses, il y a au moins 3000 mangaka par mois qui apparaissent, tu vois. Et encore, je suis gentil, alors qu'en France, il y en a une vingtaine par an. Et vraiment, une vingtaine par an qui apparaissent. Après, ceux qui sont édités, c'est encore autre chose. Et ceux qui réussissent, c'est encore autre chose. Ouais, et rester dans la course, c'est encore autre chose. Et c'est encore autre chose. Parce que là, on le voit là récemment, on a parlé de Kana, on parle de Tipiou par exemple. Ouais, par exemple. Bah, là, on s'attendait vraiment pas à ce qu'elle arrête sa série au 3e tome, parce qu'il y a un talent absolument prodigieux. Mais même elle s'y attendait pas, c'est non, encore la pauvre. plus triste. C'est encore plus triste. C'est ça. C'est pour ça rien n'est garanti. Bah ouais. Mais malgré tout, on garde la niaque. Hein. Mais tu vois, en soi, ce qui est bien avec Tipiou, c'est qu'elle a pas abandonné de ce qu'elle a écrit. Elle est toujours là, elle est toujours active et tout. Même si elle a dit qu'elle a failli abandonner, elle a pas abandonné. Et je sais que moi, personnellement, avec la mentalité que j'avais à l'époque, avant de connaître Kushin, bah, j'aurais abandonné. Hein. Déjà, j'aurais abandonné dès le premier. Si j'avais envoyé un projet à ce moment-là, j'aurais eu un premier nom, j'aurais abandonné, je serais parti faire de la cuisine ou je serais parti faire autre chose. Mais là, le truc, c'est que grâce à lui, j'ai pu me forger vraiment psychologiquement, ou me dire, ok, là c'est dur, etc. Donc il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses qui peuvent. L'art, c'est dur en soi. Même l'art avec un grand A, c'est compliqué, puisque c'est vraiment du subjectif, c'est vraiment de ta perception du monde et celle de l'autre, celle du lecteur. Donc soit il la comprend. Tu souffles, tu dis ok, au moins même s'il me dit que c'est pas bon, il l'a compris. Soit il la comprend pas et tu te poses, tu te remets en question toi-même, tu te dis mais attends, mais c'est ma faute, peut-être que c'est lui, c'est sa perception. Je fais comment t'es perdu. Et voilà donc. D'où l'importance des bêta lecteurs aussi. C'est ça, ouais, avoir des bêta. Et même les bêta lecteurs, c'est important de les choisir. Faut pas prendre n'importe qui. Faut pas prendre les potes. Ouais, les potes, c'est pas la pire chose, mais c'est pas productif de choisir des potes. Genre, moi je sais que, encore une fois, comme je faisais des BD depuis que je suis tout jeune, je suis en train de repenser à des trucs, c'est qu'en fait je faisais lire à... Bah il y avait mes potes avec qui on partageait l'univers, mais sauf qu'arrivé au collège, on a arrêté un peu. Enfin en tout cas eux ils ont arrêté, ils ont beaucoup plus freiné cette histoire là. Ils dessinaient beaucoup moins, on se penchait beaucoup moins sur les pages, etc. De toute façon chacun partait un peu dans un truc différent. Encore une fois, on est toujours potes aujourd'hui, hein, mais on partait sur des envies différentes. Là où moi, ça m'a réveillé une hargne incroyable sur le fait de vouloir faire des histoires. J'aime trop ça, je faisais que ça. Je me nourrissais que de ça. Eux, c'était pas non plus leur principal objectif, quoi. Ça aurait été... Aujourd'hui, ils sortent un manga, ils seront contents. Moi, c'est ma vie. Moi, je sors mon manga, je sortis mon manga, mais je sors mon manga, c'est inconcevable que je puisse faire autre chose. Et au collège, du coup, je bombardais énormément, je continuais à en faire, et carrément, toutes les semaines, je faisais un chapitre. Je faisais un chapitre sur des pages, des pages A4, hein, j'avais pas les moyens, et je connaissais pas Manga Draft, ces trucs-là. Et je prenais des pages que je faisais lire à absolument tout le monde dans ma classe, et ce que je faisais, c'est que je prenais un petit tas de feuilles, à peu près une vingtaine de feuilles, format paysage, je pliais en deux. C'était mon père qui faisait fil, aiguille, couture. Ah ouais. Ouais, je disais donc pour coudre les pages entre elles, et ça te faisait un livre. Et mon père, il avait une amie qui, elle avait une plastifieuse, du coup ça pouvait plastifier donc ça s'abîmait pas. Et donc ça s'abîmait pas. Et que j'ai toujours, c'est chez mon père, mais du coup je faisais des mangas comme ça. Et du coup c'était ton premier book ? C'était mon premier bouquin. Je faisais mes premiers bouquins comme ça, où j'étais déter, et du coup j'allais à l'école, ou quand je le faisais chez moi. Enfin, des fois, faut pas le faire, mais des fois je le faisais aussi en cours. Mais une fois que c'est fait, une fois que je l'avais fini, j'allais à l'école avec, je faisais ouais les gars, j'ai sorti un manga et tout. C'est pas vrai, bref, ouais les gars, j'ai sorti un manga et tout, vous voulez le lire. Mes potes ils le lisaient, d'autres gens dans la classe ils le lisaient, je le faisais tourner en classe pendant que la prof elle expliquait ses trucs, etc. Je me suis pris des heures de colle par rapport à ça d'ailleurs. Et bref, je faisais lire, et après c'était nul, c'était vraiment nul, hein. J'étais en 6ème, c'était vraiment caca-boudin. Et voilà, et du coup je faisais lire mes trucs et je me fixais des challenges en mode en fait je faisais déjà mon premier tome, mon tome 2, mais ça allait pas plus loin que le tome 1 en fait en général, ça allait pas plus loin que le tome 1, et j'allais pas à la fin du projet, pourtant j'avais trop d'idées, j'avais vraiment trop d'idées, et c'est en ça que me canaliser, faire des one shots, ça te canalise beaucoup sur ok là tu peux parler de ça, tu peux parler de ci, après il faut l'étendre avec d'autres... Il faut une certaine maturité finalement.
c'est ça, en 6ème, tu pètes un plomb. Mmh. T'as trop de trucs. T'as plein d'idées, mais t'arrives pas à les Il y a appliquer. trop de choses. Chaque semaine, j'avais une nouvelle idée, je faisais un autre truc, du coup, je finissais par l'ancien. Ah oui. J'avais des concepts, genre amis ou ennemis. J'avais fait un manga sur Destiny, parce qu'à ce moment-là, je jouais à Destiny. Bref, il y a trop. Mmh. Il y a trop de choses que je faisais. J'avais fait un manga sur J-Star Victory Versus, le jeu où il y a tous les personnages de manga mélangés, le jeu de combat. Et en soi, je faisais toujours des pages, peu importe le média, peu importe ce que j'avais dans les mains, je faisais des pages, des cases et je racontais des histoires avec. Même des fois, parfois je dessinais même pas. C'est-à-dire que je prenais, par exemple, pour J-Star Victory Versus, j'avais fait une première version où je dessinais sur papier et j'avais fait une autre version où, comme c'est des Son Goku, c'est des Luffy, je tapais Goku sur Google Images, je prenais une image qui correspondait bien avec la scène, copier-coller sur Paint, je mettais un petit carré noir pour faire la case, j'imprimais la feuille, ça me faisait une page. Et du coup c'est bizarre parce que t'as un Goku qui se retrouve sur le monde de Kaio qui est en train de parler avec Luffy qui est sur son bateau. Ça faisait des trucs incohérents, mais les bulles elles s'enchaînaient un peu. Et même il y avait aussi un site, je crois que c'était Anime Maker, où en gros tu pouvais faire ton petit personnage d'animé, mais ça s'arrêtait vraiment que au buste. Tu pouvais choisir les yeux, trucs comme ça, et même ça, du coup, je faisais les personnages comme ça, je prenais différentes émotions et je les mettais dans mes cases, une par une, encore une fois sur Paint. Des images pour le décor, je prenais des vraies photos, je mettais en mode ok, là c'est tel endroit, du coup si la première case c'est un fond blanc, au moins on sait par la case d'avant que ça se passe dans ce décor là quoi. Et c'est des trucs, des codes de narration que j'ai chopé comme ça un peu. Mais tu t'es entraîné en fait. Ouais. Tout ça t'a servi. Ah mais tout ça, ça m'a forgé de fou à me dire que finalement genre, je peux faire que ça, et ça m'a permis de tester des trucs sur beaucoup de choses. Sur ça, j'ai beaucoup expérimenté. J'ai aussi fait du comics, mais après c'était du comics à mon échelle à moi, où en gros j'ai essayé d'analyser les codes graphiques du comics. Alors je suis très claqué en comics, hein. Si je dois dessiner un Spider-Man, il fera très manga, c'est mon style actuel de toute façon. Mais à cette époque-là, en gros, j'avais testé de faire des pages comics, en plus avec un camarade de classe qui lui était vraiment à fond là-dedans. En gros, il partait sur une histoire en mode ouais, avec Thanos, Spider-Man, des trucs comme ça. Et moi, j'essayais de refaire les pages, j'essayais de faire des pages plus typées comics. J'ai aussi fait de la franco-belge aussi. J'avais essayé de faire des pages franco-belges avec des cases très moins découpées, enfin moins diagonales, ce genre de choses, où t'as une histoire qui se raconte. Enfin, t'as beaucoup d'éléments dans une seule page, puisque c'est limité, c'est très limité la franco-belge, enfin à cette époque-là en tout cas. Bref, j'ai testé pas mal de trucs, sauf que le style qui me rapproche le plus, c'est ce dans quoi je grandis et je fais, c'est le manga, donc en soi c'est... Oui, tu reviens toujours au manga, c'est ce qui te clairement. fait le plus de résonance en fait. Mais par contre, ça me poserait aucun problème, demain je ferai une BD. Ah ouais, Non, t'aurais pas peur, tu te non, lances. absolument pas, je me mettrais dedans. Je dis pas que ce serait incroyable ou que ce serait bien, mais en soi, je n'ai aucune gêne. Je sais qu'il y en a par exemple qui disent ouais non, j'ai du mal avec la BD, je préfère le manga, etc. Mais j'aurais aucun mal à me dire ok, je vais faire une BD franco-belge, ok, je vais faire un comics, ok. Tant que je fais des pages. C'est le reste, ça m'intéresse pas. Tant que je peux raconter une histoire, et que je peux faire aussi un peu ce que je veux. Mais tant que je peux raconter une histoire dans des bulles et dans des cases, le reste, peu importe. On parlait de... Comment dire, de 3 temporalités dans ce manga Flamme. Donc on peut situer, pour visualiser Flamme dans l'ascenseur, des flashbacks et la mort de son ami Taro et ses conséquences. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette perte de l'être cher ? En soi, j'ai pas encore vécu ça. Alors personnellement, en tant qu'auteur, j'ai pas encore vécu la perte d'un être vraiment cher. Et je le redoute tous les jours. Mais je m'imagine à travers d'autres gens qui, eux, ont vécu justement ça. Ou même avec des films, etc. Ils synthétisent le truc, bref. Puisque ça reste quand même de la fiction. Mais du coup, en soi, j'ai essayé de mettre dans Flamme, c'est ça qu'il y a encore une autre partie de moi, c'est que comment moi, si demain je devais perdre quelqu'un, comment je le vivrais et qu'est-ce que je ferais avec mes capacités. En l'occurrence, du coup, les capacités de Flamme dans ce manga. Et le truc, c'est que Flamme, il a perdu 2 personnes. Il a perdu son père et il a perdu son meilleur ami. Et le rapport qu'il a entre les deux est complètement différent. Du coup, en soi, c'est encore une autre vision
que moi je peux me faire tout seul. Et si jamais je perds quelqu'un si jamais je perds mon père, c'est-à-dire que mon père il part, comment je réagirais? Si jamais mon meilleur ami finit par mourir, comment je réagirais? Toujours encore une fois dans le contexte de Flamme. Et c'est en ça que Flamme que Flamme réagit comme il réagit en fait. Il a perdu deux personnes qui sont importantes de deux points de vue différents pour lui. Et maintenant, comment tu réagis face à ça quand tu as l'histoire de Flamme, son background et le peu de trucs qu'il a encore aujourd'hui? Et c'est pour ça qu'il y a 3 timelines en soi dans Flamme. En tout cas, il y a trois parties de l'histoire à prendre en compte. Il y a la partie actuelle sur ce qu'il est devenu, enfin sur le personnage qu'on suit, qui est comme tu as dit dans l'ascenseur, qui va voir Bob, etc. Il y a le Flamme de quand il était enfant, donc avant la mort de Taro. Donc du coup comment il l'a vécu, là où on voit son harcèlement à l'école, etc. Où on voit qu'avec Taro ils font les 400 coups ensemble, bref il y a cette timeline là. Et il y a la partie où justement il y a Taro qui meurt, il y a ces pièces là, et qui a forgé un autre Flamme encore en fait. Et après là l'idée c'est juste essayer de comprendre maintenant quand apparaissent quand, parce qu'il y a par exemple là, on comprend dans le tome 1 que Flamme quand il vit avec Taro, son père il était déjà parti, ou du moins un peu entre les deux, genre il était déjà mis avec Taro quand son père est parti, mais enfin bref. Du coup c'est ces timelines là qui sont plus ou moins importantes et qui évoquent deux deuils entre guillemets différents, où il y a eu le deuil de Flamme, on l'a pas encore vu, mais quand son père est parti, il en a parlé, il a dit ouais que il l'a attendu tous les jours, il est jamais revenu. Il y a eu le deuil pour Taro qu'on n'a pas encore vu, et ces deux deuils là ont formé le Flamme qu'on a aujourd'hui. Et je pense que si je devais vivre un truc comme Flamme, après c'est encore des si, hein, mais je pense que si je vivais quelque chose comme Flamme, c'est comme ça que je réagirais. C'est peut-être pas la meilleure des façons, parce que c'est peut-être la moins réaliste qui puisse paraître, mais je pense que je réagirais un peu comme lui réagit, c'est-à-dire vachement têtu, à se dire ok, maintenant je vais retrouver mon père, puisque ça y est, ça suffit, genre ça fait un mois qu'il a disparu. Ça fait un moment qu'il revient plus, il est parti, il m'a dit qu'il achète des clubs, qu'est-ce qui se passe? Moi je m'inquiéterais énormément, je me dirais mais mon père il est parti, il me dit ouais j'y vais, j'ai plus aucune nouvelle de lui, c'est quoi, il est mort, il a disparu, il m'a abandonné, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi? Et carrément je me poserais même pas la question, et c'est ce qui se passe dans Flamme. Bastion il dit à Flamme ouais ton père il est ici, mais il veut pas te voir. Et par exemple moi je sais que personnellement mon père il se barre, à aucun moment je me dirais mais peut-être qu'il veut plus me voir. Oui, c'est vrai qu'il se pose la question et il s'y attend pas, et c'est un abysse ouais, clairement, de sentiments qui et tombe. tu sais, tu te remets en question sur tellement de trucs, sur toute ta vie, tu te dis mais attends, j'ai passé tant d'années de ma vie à me poser des questions, à me faire du souci pour lui, à aller le voir, je suis parti juste dans un autre monde, je me suis pète contre un mec, il est gros, il a failli me tuer, tout ça pour qu'au final, genre si ça se trouve, il voulait même pas me voir tout simplement et j'aurais pu rester chez moi. Mais en soi, en fait, c'est tellement un truc choquant, je me dis mais comment. Et en même temps, il y a aussi ce truc où Taro il s'est fait casser il s'est fait casser la figure, et parce que c'était un enfant, et Flamme aussi c'est un enfant. Flamme il est faible, ça reste un enfant. En plus on voit plus tard dans un autre chapitre que même le défendre face à un autre enfant ça a été plutôt compliqué, il s'est fait casser la figure Flamme. En soi là t'es dans un monde où t'as des pouvoirs, t'as des capacités et tout, et en plus ça ce qui paraît t'es l'un des meilleurs dans ton domaine. Maintenant je vais prendre ma revanche sur la vie. J'ai des pouvoirs, je vais m'en servir pour montrer que je suis le plus fort. Et en soi, moi, personnellement, c'est dans cette mentalité-là que j'aurais... Retour de Flamme. Retour de Flamme, clairement. Vraiment. Et comme ça, hop, personnellement, c'est comme ça que je pense que je réagirais, en tout cas dans un shonen comme Flamme. Mais c'est comme ça que je réagirais, surtout, en fait, un côté revanche sur la vie. Et même quand on lui dit à Flamme que son père, il veut pas le revoir parce qu'il le trouve trop faible. Moi, premier réflexe, c'est en mode ah ouais, tu me trouves faible. Mais attends, mais toi, mais tu vas voir ce que tu vas te manger. Surtout qu'en plus, dans ma vie, en soi, j'ai toujours vécu comme ça où, depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai emménagé dans la nouvelle ville, c'est Livry-Gargan, depuis que j'ai emménagé là-bas et que j'ai commencé à dessiner avec mes amis, en soi, j'avais beaucoup d'années de retard par rapport à eux. C'est-à-dire que même si on était nuls à cette époque-là, j'étais encore plus nul qu'eux. Voilà, donc j'avais vraiment. Tu te sentais en décalage. J'étais clairement en décalage. Et le truc, c'est comme on est dans la même classe, les comparaisons elles arrivent très vite parce qu'on est des enfants. Donc très vite, en plus Flamme il a vécu la même chose puisqu'on le comparait très souvent un peu au leader de la classe qui se moquait de lui par rapport à son prénom. Et
moi à chaque fois on me compare à l'autre en mode ouais mais lui il dessine mieux que toi et tout. Je fais ok d'accord. Mais moi où j'ai pas cette mentalité de me dire bah écoute je m'en fiche, c'est mon pote, on dessine, on s'amuse. Non moi je suis en mode non, je veux l'écraser maintenant. Ça reste mon pote, donc dans le dos on va toujours se taper des barres, des trucs comme ça, mais quand on va parler dessin, frérot, sache que je vais t'écraser, c'est un truc sportif. Ah ouais. Et en CM1, il était dans ma classe, CM2, il était dans ma classe, pareil, donc les comparaisons, elles reviennent. En 6ème, il est encore dans ma classe, les comparaisons, elles reviennent encore. En 5ème, il est à nouveau dans ma classe, les comparaisons, elles reviennent. En 4ème, il n'est pas dans ma classe, mais il y a quelqu'un d'autre qui dessine, du coup, les comparaisons, elles reviennent. 3ème, il est à nouveau dans ma classe, les comparaisons, on s'en fiche un peu plus, on grandit. Mais bon, il y a toujours ce truc au fond de moi où il y a cette comparaison qui est là. En seconde, je tombe sur un autre gars, on est plus dans la classe, mais je tombe sur un autre gars qui lui, c'est un monstre ça. Mais je suis un malade. En 4ème, il y avait encore un autre pote, Sean, il s'appelle Tadoto Sean sur les réseaux, qui dessine aussi. Et lui, il était pas dans ma classe, mais il était dans notre cercle de potes. Donc la comparaison, elle revient encore. Et lui aussi, ça. Le cercle infernal. C'est incroyable comment c'est. T'es poursuivi. Mais clairement, je suis en seconde. Un pote de Sean, lui, il dessine incroyablement bien. Il est beaucoup trop fort par rapport à moi. Je suis en retard de fou. Carrément, je me suis pris des moqueries sur ça. Oh. Carrément, je me suis pris des moqueries en mode, mais qu'est-ce que tu veux dessiner à côté de lui, genre. Et moi, je suis en mode, putain, allez vous faire foutre. Et moi, je me la tue. J'avais des larmes aux yeux sur ma feuille. Je me dis, mais c'est pas possible. Et première, je retourne dans l'ancienne ville où j'étais avant. Cette fois-ci, il y a personne qui dessine. Incroyable, sauf que je me mets sur les réseaux. Je mets, genre, il y a Insta où le truc artiste ça commence un peu à se faire. Je vais sur Insta, je vais sur un autre truc, ça s'appelle, même pas, alors en seconde je l'avais déjà, mais il y avait un truc, ça s'appelle Amino. C'est une application où c'est un peu comme Discord où t'as des serveurs sur certains thèmes, mais généralement sur manga, animé, séries, bref, culture, etc. Et sauf que dedans, au lieu que ce soit juste un Discord avec des chats et des trucs, bah t'as des chats dedans, mais tu peux aussi faire des posts, tu peux aussi faire des sondages. Tu peux faire du live drawing et des trucs comme ça. Alors oui, mais ah ouais si on pouvait faire. C'est juste que là on le faisait pas, mais on pouvait le faire parce qu'il y avait des chats vocaux avec où tu pouvais du coup dessiner en vrai et tout, poster tes dessins, etc. Des trucs comme ça. Et c'est sur cette application que j'ai rencontré Kushin. Et du coup je me mets sur des trucs comme ça. Et du coup là où avant ça se limitait à ma classe ou à mon école, là c'est le monde entier en fait. Ah, et c'est flippant. Donc tu arrives sur un monde, t'as genre 14-15 ans où tu vois genre plein de gens qui ont des niveaux complètement différents du tien. Et déjà il y a Kushin qui lui il arrive, lui il avait déjà cette mentalité un peu comme moi. Moi je me suis toujours dit ouais faut que je sois meilleur du coup, parce qu'à chaque fois on me compare à quelqu'un d'autre qui est meilleur que moi, faut que je sois meilleur que cette personne là. Et Kushin avait cette même mentalité que là, lui il a un autre vécu, lui il est foncièrement dans ça, c'est juste que dans sa moelle, la compétition il a ça. Et du coup il arrive, en plus je me souviens que ça il le dira toujours, mais il m'a dit la première fois qu'il a vu mes dessins sur Amino et sur Insta, il m'a dit lui je vais le démarrer. Lui là, je vais devenir meilleur que lui faut que je le batte. Moi je m'en foutais un peu, j'avais un peu plus confiance en mon karaté. Mais sauf que je me retrouve face à des gens qui m'éclatent. Et sur Instagram, pareil, je me crée un compte de dessin. Mais quelle erreur, je tombe sur des gens, je me dis putain j'ai failli arrêter plusieurs fois et c'est Kushin m'a dit mais arrête de dire... Tu peux pas te comparer éternellement. Je peux pas faire ça, mais c'est plus fort que moi, depuis que je suis en CM1, depuis que j'ai 7-8 ans, on me compare. Au bout d'un moment, et encore aujourd'hui je compare ce que je fais avec ce que font d'autres personnes, que ce soit en bien ou en mal, pour dire que je suis meilleur que lui comme pour dire que je suis plus nul que l'autre. Mais je me souviens même carrément quand j'étais dans une de mes pires phases, donc j'allais vraiment abandonner, je pouvais pas dessiner sans déchirer une feuille. Il y a Kushin, il a envoyé un message à Naokuren à cette époque-là pour lui dire ouais j'ai un pote, il est mal et tout, il a du mal et tout à se mettre à fond dans le dessin, tout ça, il veut faire du manga, tout ça, mais il a pas confiance, comment je peux faire pour le remotiver et tout. Il a envoyé ça à Naokuren à cette époque-là. Naokuren, à ce moment-là, je te parle de c'était il y a des années du Naokuren qu'on connaît aujourd'hui avec Sifandir Chronicle, des trucs comme ça. Mais déjà à cette époque-là, c'était un monstre. Et c'était ultra culotté venant de deux petits peu comme nous, venant de deux petits ou deux enfants, d'aller voir un artiste comme Naokuren à cette époque-là pour lui demander des conseils sur la vie de quelqu'un d'autre. C'est inconcevable. Et lui, il l'a fait. Et Naokuren lui a répondu, il a dit, tu sais, des fois, il y a des gens, ils sont faits pour ça, d'autres, ils sont pas faits pour ça. Tu vois, il m'avait envoyé des screens. Et il a dit, mais en vrai, je pense que c'est juste une mauvaise passe et tout, faut que tu le soutiennes et tout. Il avait dit, c'est super agréable de ta part que tu te soucies de lui. Bref, comme quoi la boucle, elle se boucle. Parce qu'au final, aujourd'hui, Naokuren, quand il passe sur Paris, on va manger ensemble. Mais bref. Mais
à quel point il était déterminé. Et au final, il a bien fait parce que maintenant, Maintenant, tu te sens bien. j'ai beaucoup confiance en ce que je fais. Et après, il y a mon père aussi qui a beaucoup aidé. Hein, lui. Et alors, on va ressouligner ton papa. Ouais. Il est sportif et je Ouais. pense que ça t'a beaucoup aidé aussi, ce cheminement sportif dans ta carrière. Mon père, il fait du karaté. Et il fait pas le karaté que tout le monde pense, le Shotokan. Lui, il fait du Kyokushin. C'est beaucoup plus full contact que le Shotokan, où il y a les casques, etc. Là, il n'y a pas de protection. Là, il faut vraiment endurcir ses poids, endurcir son corps et endurcir son mental. Parce que le plus important, en fait, frapper, c'est facile. Mais frapper avec l'intention de faire mal, c'est autre chose. Et du coup, faut le mental qui ça. Et surtout aussi recevoir des coups. Faut apprendre à recevoir des coups. Et ça, il me l'a appris. Il m'a toujours appris. Il m'a dit, mais au lieu de pleurer, bosse. Au lieu de pleurer, endurcis-toi. Arrête de faire ton caca, là. C'est pas, ressaisis-toi et tout. Il était absolument pas dur, contrairement à ce que je dis. Non, il était bienveillant, mais C'était vraiment. tenace. Carrément, c'était même trop bienveillant, parce qu'il y a des moments où je pouvais être trop mou. Mais aujourd'hui, comment moi j'interprète le truc, c'est vraiment en mode arrête de pleurer, ça y est, t'as pas un bébé, grandis, putain, grandis. En plus, dès qu'on en reparle aujourd'hui, parce que des fois on a eu des longs débats, hein, des grosses prises de tête où je dis mais non, je suis nul, papa, arrête, nan, nan. Il me fait mais arrête de. Où vraiment il a pris sur lui, carrément des fois quand il m'en parle, il fait mais tu sais que je voulais te tuer. Il me dit tu sais que genre des fois j'étais à ça de te mettre des gigagifs, à m'insulter sur tous les noms. Et aujourd'hui je regrette beaucoup quand même, mais bref. C'est comme ça En plus j'ai fait du karaté avec lui, donc ça m'a aussi endurci sur d'autres trucs, à prendre confiance en moi. Encore une fois, recevoir des coups, que ce soit dans la vraie vie comme dans le manga. Sur le papier. Sur le papier, tu te prends des coups aussi, vraiment. Des coups au moral quand quelqu'un te dit ouais c'est éclaté ce que tu fais, ou quand on te dit ouais c'est lourd, ça reste un coup parce que tu dis oh, putain, il me dit c'est bien. Mais il faut pas que tu prennes la grosse tête. C'est comme quand tu prends un gros coup au karaté par un mec qui fait 3 fois ton poids. Quand tu le prends et que tu t'as survécu, tu te dis ah mais finalement je suis trop fort, vas-y je me casse. Non, reviens. Tu t'es pris un coup, mais ça veut pas dire que t'es invincible non plus. Du coup bah c'est en ça que j'ai appris pas mal de trucs et tout. Donc ouais, je sais même plus pourquoi je disais ça. J'avoue, on s'est un petit peu perdu. Mais alors, on parlait, justement, on va rebondir. La perte de l'être cher, Oui, la c'était force du nom. Du nom, pas du N-O-N, mais N-O-M. Et Oui. toi, tu tiens au nom commun dans ton manga. Tu peux nous expliquer? Parce que je trouve ça stylé. Je trouve ça stylé d'avoir un nom commun. Un peu comme Yuan, il avait aussi cette même mentalité, c'est que je crois que lui il aime beaucoup les noms communs en guise de prénom. C'est pour ça que son personnage principal il s'appelle Lame, qu'il y a un personnage qui s'appelle Ocel, bref, il y en a un autre qui s'appelle Gris, ce genre de prénom. Et même moi j'ai ce même charme, je pense que c'est parce que j'ai baigné dans Dofus et Wakfu, parce qu'ils ont aussi ce truc avec des noms communs où ils remixent des choses, etc. Ce genre de mots, ce genre de noms, c'est beaucoup plus beau. Mais maintenant, il faut que j'apporte mon truc à moi là-dedans. Et comme je l'ai dit au tout début, je suis quelqu'un de très border. Et du coup, l'humour noir et ce genre de choses, ça me fait beaucoup rire. Et ça me libère d'un truc où je souffle, où dire des gros mots, c'est une façon pour moi d'être plus vrai et d'extérioriser pas mal de choses et de pas me brider. C'est vraiment les... Et puis on arrête la censure. Ah, Parce mais que oui. tu es libre dans ton manga. Parce qu'on s'auto vachement censure. Hein. Clairement, des fois on te dit oui, tu peux pas parler comme ça, t'es dans un milieu professionnel. En fait, dans pas mal de lieux, on peut pas. Là, par exemple, pendant une interview, il y a des mots que j'ai dit que j'ai pas le droit de dire, ou des formulations que je ne devrais pas dire. Normalement, je devrais parler de façon plus. Que ce soit plus calme, avec des mots plus. Oui, mais en même temps, moi je trouve haut. ce qui est sympa, c'est ton naturel, ta personnalité ressortent, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui se perd, c'est Bien ça qui sûr. se perd. Faut pas être policé comme ça. C'est ça, le truc c'est que et très souvent il y a cette barrière, enfin il y a cette ligne fine entre la politesse et la politesse et le respect. Elle est assez fine, en gros très souvent, être impoli pour beaucoup de gens c'est manquer de respect. Mais en fait, tu peux être impoli. L'irrévérence. L'irrévérence. Je connaissais absolument pas. C'était juste pile au milieu. Ah, let's go, j'ai un mot sur ça. Monsieur Oki, monsieur irrévérencieux. J'apprends un mot. En soi, du coup, c'est clairement ça. C'est ce que il y a cette ligne, du coup, l'irrévérence entre le respect et la politesse, où les deux sont. Là, on peut être poli et respectueux, comme être impoli et toujours respectueux.
par exemple, il y a des vulgarités que je vais pas dire là forcément pour la monétisation, ou des insultes. En soi, c'est entre nous et c'est bienveillant. Genre, je te respecte quand même, c'est pas une vraie insulte que je te donne. Par contre, en l'occurrence, par moment, tu peux. Salut, ça va? Comment tu le dis? Tu me manques de respect. Tu me demandes si ça va, mais en mode de façon. En mode, ouais, vas-y. Ouais, vas-y, si tu... Ou même un si tu veux. Moi, personnellement, je peux péter un plomb sur ça. Ah oui. Par exemple, je sais pas, on est en train de débattre sur un truc, etc. Et à la fin, tu me dis, vas-y, si tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je dis, c'est nul pour toi, c'est une tolérance. Non, non. Du coup, en soi, c'est ces trucs-là. Et du coup, dans Flamme, les prénoms, ils ont. Genre, je joue beaucoup sur cette nuance-là où des insultes, au final, c'est des prénoms. Et il y a. Enfin, des insultes, des connotations très racistes, des choses comme ça, je vais vraiment très très loin. Pour justement faire réfléchir le lecteur. C'est ça, et surtout que eux, encore une fois, on est dans un monde complètement différent, donc ils ont des codes, ils ont des... On parle du nom de Flamme justement dans le monde, justement ouais. pour donner un exemple. Ouais, Flamme, alors le prénom Flamme... Oui, enfin voilà, entre le monde réel ouais. et le monde et le prénom qui s'est choisi dans le monde dans lequel il atterrit. Alors le prénom le prénom Flamme, dans notre monde, il est vu comme quelque chose de très ridicule, parce que personne s'appelle Flamme. C'est comme si quelqu'un s'appelait O, genre E-A-U, c'est pas possible. Et du coup, il a beaucoup souffert de ça en soi, Flamme, parce que tout le monde se moquait de lui. Ouais, tu t'appelles Flamme, vas-y, moi je vais m'appeler O, moi je vais m'appeler Terre, moi je vais m'appeler R, bref, pour vraiment se moquer de lui. Je dis, ouais, ta mère elle s'appelait Incendie ou quoi là, bref. Donc ça lui a mis pas mal de traumatisme, mais lui il dit, mais les gars, ça y est, c'est un prénom, laissez-moi tranquille, je m'appelle Flamme, vous voulez que je fasse comment? J'ai pas choisi, laissez-moi tranquille. Sauf que du coup, quand on lui demande comment il s'appelle dans l'autre monde, il décide de prendre un prénom qui est beaucoup plus commun à notre monde à nous, sauf qu'il est dans un autre monde. Donc comme d'un pays à un autre, ça veut dire que par exemple nous ici, Léo, Lucas, Florian, c'est courant, mais on va, je sais pas, dans un autre pays, par exemple au Mali, les prénoms ils sont différents, ils ont d'autres prénoms, t'as des personnes qui s'appellent Omar, t'as des Fatoumata, t'as des trucs comme ça, c'est beaucoup plus c'est différent que la France, donc d'un pays à un autre, t'as des prénoms différents avec des significations différentes aussi surtout. Du coup, quand Flamme il débarque avec son Florent dans un autre monde où il y a des Ching des bastions, à ce moment-là il le savait pas. Lui il pense que ça va passer crème. Ah ouais, pour lui il pense que ouais voilà, je m'appelle Florent, tu vas faire quoi? En plus le prénom d'un mec qui l'a harcelé à l'époque, qui était le plus banal et qui c'était lui le meilleur. Donc en gros il se dit, vas-y, j'ai pris le prénom d'un des gars, c'était le meilleur à l'époque. Donc je suis... C'est bon, Et au final il se fait terminer, il fait, mais c'est quoi ce prénom nul? Quoi? Et même quand il va voir Bastion plus tard, il dit ouais je m'appelle Florent, il fait ah ouais, atypique. Alors que non, genre non, de base c'est censé être normal. Mais il y a un mec qui s'appelle Bastion, c'est un mot. Il y en a une qui s'appelle Ching, c'est vraiment connotation raciste. Alors Ching ça existe vraiment, mais c'est X-I-N-G qui existe. Là Ching je l'ai écrit T-C-H-I-N-G pour vraiment le côté Ching Ching. L'onomatopée, hein. C'est vraiment pour le côté où si on cherche Ching sur internet, on va pas tomber sur le prénom, on va tomber sur la définition pour dire insulte raciale, nanani, je sais pas quoi. Et j'ai voulu mettre absolument ça. Et en plus, maintenant que j'y pense, c'est même pas moi qui ai trouvé le nom Ching. C'est un pote à moi qui s'appelle Yacine et qui a une marque de vêtements, un pro, bref. Lui, en fait, de base, Ching, elle avait un autre prénom. Elle s'appelait All Cakes. Et en fait, All Cakes, c'est une meuf que je suivais sur les réseaux, c'est une asiatique qui fait dans le contenu pour adultes. Et je voulais le donner à Ching du coup parce que je la repostais énormément à cette époque-là. Et du coup c'était devenu un peu... il était rentré un peu dans le lore de mon compte Insta et de mon personnage Okiaro, tu vois. Donc à chaque fois que tu t'ouvrais une story, elle était là. Et à chaque fois je faisais des blagues dessus, bref. Le truc c'est qu'en fait à ce moment-là je savais pas que c'était créatrice de contenu pour adultes. Pour moi c'était juste une meuf qui se dénude énormément, mais genre sur Instagram quand il y en a des milliers, tu vois, en maillot de bain, des trucs comme ça. En fait juste une mannequin en fait. Oui c'est ça. Et le truc c'est que dès que je l'ai appris je me suis dit ah ouais bizarre un peu de... Oui là c'est compliqué de le mettre dans le manga. Ouais. C'est ça, sachant que du coup en plus ça, même en règle générale, dès que je l'ai su j'ai arrêté tout de suite de mettre en story parce qu'il y a des gens qui... il y en a beaucoup qui connaissent pas mon âge et il y en a beaucoup du coup qui sont très jeunes. Donc moi ça me met mal à l'aise ce genre de truc à des très jeunes, même si dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui... Oui, ils sont exposés assez vite, mais... Ouais. Ils sont énormément, mais moi je refuse de contribuer à quelque chose, à un truc pareil en fait. Du coup j'ai arrêté et j'ai décidé de changer son prénom pour éviter, parce qu'en fait il y en a qui l'ont cherché en fait. Il y en a qui l'ont cherché sur internet, moi je l'avais pas cherché, moi je tombe dessus, ça me fait marrer, je riposte, j'envoie, bref. Et il y en a qui sont partis chercher, qui sont tombés sur son contenu, oh! Je fais ah bah attends, on va changer de prénom. Du coup ton ami a trouvé.
Et du coup, après, j'étais en vogue Discord avec lui, avec Binto aussi, et Stark Kingdom. Et c'est là, je me suis dit, mais putain, faut que je trouve un autre blaze. Genre, c'est bizarre de mettre un nom de. Je sais que dans Last Man, ils l'ont déjà fait, ils ont mis une actrice pornographique, Hitomi Tanaka, sauf que eux, ils ont eu l'intelligence de modifier son prénom, enfin son nom de famille. Ou au lieu de l'appeler Hitomi Tanaka, ils l'ont appelé Hitomi Katana. Oui, on sait de qui on parle, mais. Voilà. Ceux qui ont la ref ont la ref, ceux qui ne l'ont pas, tant. C'est pas. Ok, c'est le nom d'une japonaise, point barre. Du coup, je me suis dit, bon, faut que je trouve un prénom. Mais il faut pas que ce soit un prénom, les gars. Je fais quoi? Il fait, elle est asiatique, tu peux l'appeler Ching. Comme ça, son frère, tu l'appelles Chang. J'ai fait, non, on va s'arrêter à Ching. Déjà, Ching, c'est énorme. Et à chaque fois que j'en parle, à chaque fois que je parle du personnage Ching, tout le monde pense me donner une nouvelle idée, comme quoi j'y avais pas pensé. Mais à chaque fois, on me dit, ouais, tu peux l'appeler. Comme ça, elle fait un frère qui s'appelle Chang. Ouais, mais. Ou Chong, mais les gars, genre, vous croyez que j'y ai pas déjà pensé? Et son frère s'appelle Bob. Et il s'appelle Bob, parce que je trouvais ça hilarant d'avoir un gros asiatique qui s'appelle Bob, parce qu'on s'y attend pas, sachant qu'il a vraiment genre l'archétype cliché, les yeux fermés, la coupe au bob, enfin la coupe au bol, pardon. La coupe au bol, il a tous les clichés, et au final, il s'appelle Bob. Moi j'adore Bob, il est très. Je l'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui aiment Bob, il y a beaucoup de gens qui aiment Ching aussi. Les ouais. deux là. Ils sont attachants à leur manière, tous les deux. C'est des cracks. Ouais. C'est des cracks. Ah, c'est cool. Mais du coup, ouais, je suis parti sur ce délire là pour les prénoms. Et moi, ça donne un sens à l'univers. Parce qu'en fait, j'avais regardé une vidéo du chef Otaku sur les isekai et il disait que ça sert à rien d'avoir un univers où t'as deux univers, justement, si au final les deux ne sont pas mis. En opposition. C'est ça. Du coup, partir sur un univers où t'as. Parce que très souvent, t'avais ce truc là dans les isekai où juste le perso, carrément dans Re:Zero, il va dans un combini, il ressort, il ferme les yeux, il est dans un autre monde. Donc au final, t'as. Ok, d'accord, tu viens d'un autre. Juste pour te montrer que. Pourquoi ne pas juste commencer directement dans l'autre monde en fait? Du coup, autant partir sur un truc où t'as vraiment une opposition de ces deux mondes là. Dans le monde de Flamme, c'est pas commun. Dans le monde là-bas, c'est commun. Inversement aussi, du coup les trucs pas communs là-bas, c'est commun là-bas. Bref, et du coup partir vraiment sur les limites au plus haut possible. Et par exemple pour le chapitre 10 qui est sorti sur Manga Draft, comme c'était pour les 1 an de Flamme, j'ai dit à la communauté, ouais, créer un personnage dans Flamme parce qu'ils vont arriver dans le royaume, il y en aura beaucoup. Et vous inquiétez pas, comme vous faites partie de mon Discord, voilà, et vous aurez pas que juste une apparition. Il y aura le mot, la présentation et vous allez parler en fait. Votre personnage aura pas un rôle important, mais il prendra vie. C'est ça. Genre c'est pas juste un truc que je mets en coin de page, je sais pas quoi. Non, parce que je me dis, quitte à faire plaisir, autant faire plaisir jusqu'au bout. Tu vois, en plus ça, genre je demande de designer un personnage, c'est pas pour qu'il apparaisse sur une case vite fait sur le côté. Au final, ils apparaissent sur une case, mais ils parlent, ils ont un truc à dire et ils reviendront plus tard parce que je veux pas juste par respect. Pour certains qui ont dû se la tuer pour faire un design, comme d'autres qui ont chié le truc en 2-2, faut qu'ils prennent vie quoi, pour avoir la satisfaction de se dire putain là c'est mon perso qui parle, là c'est moi. Alors là j'aurais été content de ouf, même si c'est un manga amateur, hein, mais j'aurais été content de voir mon perso comme ça qui prend vie. Et du coup je leur ai dit les gars, la seule règle du coup c'est le prénom, faut que ce soit pas un prénom. Du coup il y en a ils ont trouvé Poudre, il y en a ils ont trouvé Faritas, il y en a il s'appelle il s'appelle Camion. Et il y en a il s'appelle Flemme par rapport à Flamme. Bref, il y en a Caillou, Babtou. Il y en a un que Kushin a trouvé et lui je peux pas le dire maintenant et je peux pas le dire pour la monétisation, mais c'est clairement ce que je voulais. C'est clairement. Tu pousses la chose très loin. Ah c'est trop loin. Là c'est trop loin. Mais en tout cas je l'aime beaucoup ce perso. Il a du design et surtout en plus il y a aussi ce contraste là, c'est que je me souviens quand je parlais de Ching aux gens qui n'ont pas lu Flamme, très souvent ils me disaient ouais non tu devrais changer, tu vas te faire boycott, tu vas te prendre des sauces, nanani nananer, etc. Moi je m'en fichais, je passais outre, mais le truc c'est que quand tu lis l'histoire, au final Ching c'est qu'un prénom. Tu vois, comme ce que dit Flamme dans le chapitre 2, c'est bon les gars, c'est qu'un prénom. Et le plus important c'est pas le prénom, mais c'est ce que fait la personne, c'est ce que dit la personne. Et Ching, elle a un caractère, elle a une histoire. Elle a du charisme. Elle a du charisme aussi. Ching c'est son prénom. Mais il y a une femme qui porte ce prénom-là. Et cette femme c'est Ching. Donc au final, tu dis, là je parle Ching, mais genre,
comme si c'était normal, alors qu'au final ça reste toujours une insulte. Hein. C'est comme si je disais bah écoute merde il a fait ça, merde. Alors c'est bizarre un peu de dire ça. Mais Ching au final, quand je dis Ching on pense à elle et ça passe en fait. Genre les gens, c'est Lao qui me dit ça, Lao dans le ciel, Laora. Où elle est très axée sur la narration, ce genre de trucs. L'histoire elle m'a beaucoup appris, elle m'a appris trop de trucs, carrément je lui dois trop de choses, je lui dois des choses. Où c'est elle me disait qu'en fait au final Ching c'est devenu un prénom parce que la personne, en fait, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, a fait de l'ombre à son prénom. On oublie que Ching de base, c'est une blague raciste. Comme dans Dragon Ball, ils ont tous des prénoms en vrai ridicules. Hein. Goku, ça veut pas dire grand chose, quoi. C'est-à-dire, ouais, les cieux. T'as Gohan, c'est un bol de riz. Chaozu, c'est un repas chinois. Tenchin Han, pareil. Yamcha aussi. Bref, c'est quasiment que des repas. Bulma, c'est une culotte. On fait comment? Trunks, c'est un caleçon. Et pourtant, on parle de Trunks, on parle de Bulma, on parle de Tenchin Han, de ces donc de personnages charismatiques. C'est ça, on en parle comme des prénoms, alors que ce ne sont pas des prénoms. Du coup, bah, c'est pareil pour Ching. C'est pareil pour un personnage que j'ai appelé Monkey. C'est pareil pour tous ces gens-là. Ils ont des... Maintenant, c'est devenu des prénoms et ça passe. Parce que dans l'histoire, c'est cohérent et le personnage est passé au-dessus de ça. Et ça, je trouve ça cool. Alors on a abordé plein de choses, hein. Là je crois qu'on commence à faire bien le tour de l'univers de Flamme. On va évoquer un petit souvenir, on remonte à une année, puisque là je t'interviewe avant le festival d'Angoulême. Je pense que ton interview, je vais la travailler juste après le festival et je la lancerai juste après. Et du coup, pour ce festival d'Angoulême, il y a 1 an, tu as été sollicité pour réaliser la bannière de Canal BD, les librairies Canal BD, tout ce réseau. Quel souvenir tu en gardes et qu'est-ce que tu as pu en retirer? Bah, comme je l'avais dit dans la première interview, moi le souvenir que j'en garde, qui m'a le plus marqué, c'est le paiement. C'est vraiment le voir que ah ouais, je peux gagner de l'argent, je peux gagner autant, enfin c'est pas énorme non plus par rapport à d'autres professionnels, mais pour quelqu'un qui à ce moment-là gagnait pas beaucoup d'argent, voire même très peu, voire même pas du tout, bah ça fait plaisir à voir. Bah, c'est le premier vrai salaire quoi. C'est un premier salaire d'artiste où tu te dis ah d'accord, donc là ce que j'ai fait a valu cette somme-là. Et premier réflexe après de m'être dit ça, capture d'écran du compte en banque, je l'envoie au padré. Papa, regarde, j'ai touché tant d'argent avec ça et tout. Il fait, mais non! J'étais en mode, ah! On était comme des fous. Je l'ai appelé direct en mode, ouais, ils ont dit ça, et tout, nanani, ils ont aimé le truc, ils ont payé tant de temps, mais non, et tout. Bref, moi, c'est le souvenir que j'en garde le plus. C'est vraiment la finalité de la bannière, c'est-à-dire le virement. Ta valeur en fait. Ah ouais, où je me dis, mon dessin il a ça. Après, il y a beaucoup d'autres choses dedans. Soit je pense qu'un autre artiste moins pécunier que moi, il dirait que ouais, ça a été le moment où je l'ai vu affiché en grand au stand, etc. Oui, mais parce que c'est ta première expérience. Mais aussi. c'est ça en fait, en tant que professionnel. Celle dont tu te souviendras. Que j'oublierai jamais. Celle que j'oublierai jamais, c'est ça. Pourtant, il y a Winnie Sensei, celui de gars qui est venu, qui a vu la bannière, qui a fait toute son animation autour. Et donc tout le monde a vu la bannière, etc. La bannière était sur le site de Canal BD, etc. Bref, ils ont vraiment utilisé la bannière. Ils ont vraiment utilisé la bannière en fait. Et moi, ok, d'accord, vous avez utilisé la bannière, mais les gars, vous avez payé pour ça. Donc au final, oui, ce qu'on retient, c'est le paiement à la fin. Et ça, c'était fou. Ça, c'était quelque chose. Ah, avec mon père, on était comme des fous. Et du coup, la réalisation en elle-même de cette bannière, tu t'es inspiré un petit peu. Il y avait des personnages de Flamme, il y avait Bob, il y avait Flamme. Non, c'était Ching et Flamme. Ah, c'était Ching et ouais, Flamme. C'est Ching et Flamme. Ching et Flamme. Il me semble avoir vu Bob, non? Non, Bob il est pas là. Ah, c'est moi qui ai rêvé alors. Ouais. Tu vois, je l'aime tellement que je le place là où il est pas. Et alors, donc, tu peux nous parler un petit peu de sa réalisation concrètement? C'est une réalisation très compliquée puisque c'était la première fois de ma vie que je me prenais la tête sur une illustration. Moi je suis pas illustrateur, je fais des pages. Je fais des histoires, des trucs comme ça. Donc faire des illustrations, c'est pas mon délire. J'en fais pour mon compte Insta, mais genre c'est des illustrations, je me prends pas la tête. C'est soit ça vient directement sur le tas, ou en gros, genre j'ouvre ma toile, je fais l'illu, je fais la colo, je l'envoie, point barre. Là, c'était la première fois où je devais faire des tests. J'ai dû faire
4 types d'illustrations différentes avec 4 compos différentes basées sur un format différent qu'on m'a imposé. C'était la première fois où je devais faire des retouches parce que très souvent je fais mon illustration en 4 heures, c'est plié et je l'envoie, peu importe l'illu. Là c'était la première fois où j'ai dû passer, pour une fois que j'ai dû passer plus de 2 jours sur une illustration. Première fois où j'ai dû tester des nouvelles colos, première fois que j'ai dû prendre des références de colos, où j'ai dû demander de l'aide à d'autres gens. J'ai demandé de l'aide à mon ami Raphaël, Rafoudro sur les réseaux, qui lui, lui il bosse dans le concept art, donc il m'a beaucoup aidé. Enfin quand je dis bosse dans le concept art, il est formé là-dedans, donc il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a appris le concept de faire des tests, des props, c'est-à-dire tu fais une première illustration en brouillon où juste l'idée c'est de capter l'idée ici, un autre là, assez détaillé pour que l'autre y comprenne, mais pas trop non plus, parce qu'il faut pas abuser quoi, ça reste un test. Et après ça, c'est eux qui choisissent, parce que tu sais, moi j'avais cette pression un peu où je me disais, faut que je fasse un truc incroyable, etc. Du coup, genre c'était que moi, mais il m'a dit, mais tu sais, que genre, ça se trouve ce que toi tu as trouvé incroyable, eux ils vont trouver ça nul. Et inversement, un truc que tu as trouvé nul, eux ils vont trouver ça incroyable, faut que tu te limites à ce que le client veut à ce moment-là. Faut pas que ce soit genre. C'est pas un dessin que je vais poster sur Instagram, là c'est un dessin qui. Donc là en fait c'est une commande. C'est une commande, donc faut réfléchir en tant que personne qui commande. Après il faut que la personne elle en ait pour son argent, mais en soi dans l'art, comme la personne elle te guide énormément, mais au final, à la fin, elle a ce qu'elle veut, et tant qu'elle a ce qu'elle veut, elle va payer en fait, c'est tout. Genre, elle va pas t'en demander plus. Du coup, j'ai dû apprendre à faire ces trucs-là, faire un premier crayonné, un deuxième. Une fois que tu as fini ton illustration, que tu l'envoies, ah non, ça respecte pas trop la forme, et viens on change ça. Ouais, finalement, là ici, comme ça va être en hauteur, le fait que ce soit un rouleau, parce que j'ai fait une première version d'illustration où Flamme il tenait un rouleau, le rouleau de Naruto, parce qu'il y a beaucoup de références au manga, puisque aussi ça aussi, il y avait des contraintes à respecter. Il faut que ce soit une illustration qui parle de manga, il faut que dessus il y ait la carte de la France avec tous les points de canal BD qui existent en France et en francophonie, donc le Québec, les Dom-Tom, la Réunion, la Belgique aussi, enfin la partie, je sais plus comment ça s'appelle, la partie française de la Belgique. La partie française de la Belgique. C'est un nom je crois. Ah après t'as la Wallonie, c'est là où ça parle, mais non je crois la Belgique, je crois. Hein. Il faudrait que nos amis belges nous reprécisent en commentaire. En plus j'en ai parlé hier soir avec mon pote, bref, fait qu'il y ait tout ça. Je l'avais fait déjà sur un premier rouleau, mais finalement le rouleau comme il est en bas et que l'affiche elle sera assez basse. Donc au niveau des perspectives, fallait que tu modules. Hein. Fallait que je remodifie, donc fallait que je retouche, et du coup, ça d'habitude moi je travaille sur un seul calque. Là c'était la première fois que je devais faire autant de calques, parce que en fait, en plus, la première fois, c'est Raphaël qui m'a dit, ouais gars, mieux vaut que tu fasses ça sur plusieurs calques, parce que si jamais on te demande de remodifier ça, au moins t'es tranquille, t'as ton calque pour ton line, tu peux le modifier facilement, ton calque pour ta main, c'est plus facile. Du coup, c'est la première fois que je fais ça, et moi je me perdais de ouf, parce que je renomme jamais mes calques, je fonctionne que sur un seul. Et du coup là j'ai dû remodifier, mettre autre chose, trouver une autre idée. Là on me dit ouais mais du coup c'est trop haut, faut que tu augmentes le truc. J'ai dû augmenter, rajouter des trucs et tout. Est-ce que tu peux mettre un petit animal kawaii? Quoi? Faut que je rajoute encore un truc, un élément en plus, pas remodifier mais un élément en plus. Vas-y je remets un élément, il fait ouais c'est cool, est-ce que c'est possible d'avoir un petit truc en japonais pour la thématique? Vas-y hop c'est bon. Et genre je mets des trucs un peu à la va-vite, mais ça leur plaît, c'est le style, c'est ce pourquoi ils ont signé en fait. Donc quand ils ont vu mon niveau, parce que D'ailleurs, s'ils ont pu me contacter, c'est grâce à Noël de Bulle de Salon. De Bulle de Salon 17. Qui, eux, quand ils lui ont parlé du fait qu'ils cherchaient quelqu'un pour faire une illustration, et de base, ils allaient prendre un autre auteur de BD, connu, etc. Et c'est Noël qui a proposé, qui fait ah, mais il y a un artiste et tout, Oki, qui sort son manga bientôt, qui est édité chez Nanashi, tout ça, qui dessine et tout, il pourrait faire ça. Et du coup, ils ont vu, ils ont fait ils ont aimé, et ils sont venus me contacter. Enfin, il nous a mis en relation sur le mail, et hop, j'ai pu échanger avec lui, tout ça, et aussi sur le virement, du coup, là, qui mettait des trucs, et sur toutes les envies qu'ils avaient, tout ça. Toute la charte qui t'imposait. Exactement, et c'est beaucoup de boulot, respect aux illustrateurs, parce que ça, c'est pas mon délire, vraiment. Mais du coup, par contre, après ça, quand j'ai vu que ça rapportait pas mal de likes, l'illustration sur Insta, enfin non, l'illustration, je l'ai posté bien tard, mais en gros, comment dire, la façon de créer l'illu, à la fin j'étais très satisfait, je me suis dit ah ouais d'accord. Donc ça t'a apporté quelque chose au niveau technique. Clairement, et je me suis dit en fait en vrai de vrai je vais bosser comme ça mes illustrations, et du coup maintenant quand je fais une illustration, je fais plusieurs tests avant, je regarde, j'analyse un peu, ouais ok cool, là c'est bien, là c'est pas bien, en plus c'est un gain de temps en vrai de vrai, parce que c'est un truc que tu as envie de faire, où tu te projettes, où c'est plus une question de projection que
que de réalisation. Donc au final, genre tu peux revenir toujours en arrière plus facilement. Ça fait moins mal au cœur de supprimer un line que tu as travaillé pendant 4 heures et que quand tu bosses à ta colo, ça s'est éclaté. Et bref, et en bossant comme ça, en faisant attention à la compo, en faisant attention à tous ces trucs-là, bah j'ai de meilleures illustrations qu'avant et ça plaît plus aux gens puisque c'est les illustrations où j'ai le plus de likes. Par exemple, j'avais fait un fan art pour le Draw Destino Style de Senshiro, il est toujours là lui, de Senshiro sur No Devil avec la meuf Demon et le mec là. Ça 300, je sais pas, 300 likes. Pour moi, à cette époque-là, quand j'avais moins d'abonnés, T'étais content. pour moi, c'était énorme, c'était inconcevable. Après, il y a eu le fait qu'il m'ait poussé aussi. Mais il y a toutes mes autres illustrations, j'avais fait une illustration sur JJK et tout, bref, des trucs comme ça, ça marche. Donc maintenant, je me dis, mais attends, mais je vais bosser comme ça. Fini le rush, etc. Où t'as un élément et t'as une chance sur deux que ça passe ou ça casse. Là, pour le coup, t'as vraiment bossé ton truc, t'as vraiment un truc, t'as quelque chose qui se crée, une ambiance, t'as pris ton temps. Pour ça, j'ai eu l'aide de Raphaël qui lui il est très pointueux sur beaucoup de détails. Sur la colo, il me dit ouais, l'herbe elle fait pas naturel, l'herbe elle fait telle dynamique avec telle ambiance, tel truc. Il s'est attardé sur les montagnes en fond alors que c'est juste un fond. Moi de mon côté, je me suis juste contenté de caler des références dans la tenue de Flamme Etching. Et des références à Naruto, Dragon Ball, tout ça. Bref, plein de mangas pour regarder cette même DA. Ouais. Mais du coup, maintenant, je me prends beaucoup plus la tête sur pas mal de trucs. Ouais, mais t'as gagné en maturité, en technique. Mais c'est pour ça que je disais au tout début qu'en soi, j'ai appris... Enfin, c'est une démarche personnelle, le dessin. Mais j'ai appris toujours avec des gens. J'ai toujours été entouré de gens. J'ai toujours ce rival, quasiment. Le gars que je dois dépasser. Et je suis entouré de gens très bienveillants qui m'apprennent à dessiner et qui me forgent moi-même. Le hockey d'aujourd'hui, sur Flamme et sur les prochains projets à venir, c'est un hockey en soi qui a été formé par d'autres personnes. C'est Raph, c'est Kushin que j'ai parlé, c'est Lao, c'est Saïd aussi, Saïd Alic. Desert Prince maintenant il s'appelle sur les réseaux, Desert Prince, qui m'a appris beaucoup de trucs sur comment analyser un dessin, comment le percevoir, des trucs comme ça. Parce que moi avant je regarde un dessin, il est beau, il est moche, fin, on passe à la suite. Mais là il m'a appris comment l'analyser, comment essayer de m'imprégner un peu de son style pour le diluer avec le mien et pas juste une copie-coller. Cette époque-là j'étais vraiment un copie-coller de Renault, ou sinon dès que je voyais un truc stylé j'essayais de le copier au maximum mais ça marchait pas. Et lui m'a appris comment bien diluer, comment avoir ton style, etc. Là-haut elle m'a appris à me professionnaliser dans le rendu, avec l'ancrage, la compo, faire attention à tes onomatopées, comment tu les places, l'agencement de tes cases, tout ce genre de trucs, le dynamisme aussi, bref, les décors aussi, les décors organiques. Elle m'a donné littéralement des cours et des devoirs aussi. Des devoirs. Il y a qui d'autre? Il y a aussi mon autre pote, Paul, professeur Nato, qui a bossé à Bulle de Salon. Oui, je connais Paul. Qui lui m'a appris à être beaucoup plus pointueux sur l'analyse, mais pas l'analyse graphique, mais l'analyse surtout sur le sens des mots et comment tu les utilises, qu'est-ce que ça veut dire. Quand tu lis une histoire, qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui est incohérent. Quand tu fais ton histoire et tout, là par exemple, tel personnage, il fait telle action, mais ça coïncide pas avec comment lui, il est beaucoup plus dans l'écriture. C'est un écrivain en fait, Paul. Oui, Paul, il écrit, oui. Et d'ailleurs, il a fait une fanfiction Sparrow, sur Jack Sparrow. Ouais. Je m'en souviens, il m'en avait parlé à l'époque, ouais. Sparrow, incroyable. C'était sur quelle plateforme qui avait fait ça? Purée. Alors, il y a sur la plateforme Cliché, où il y a toutes les où il y a tous les... T'inquiète, on mettra en référence en titre. Non, je vais le trouver. Ah, c'est Wattpad, voilà. Wattpad, ouais. Voilà. Sur Wattpad, sur fanfiction, bref, on peut retrouver son roman. Et après, il y a aussi d'autres personnes aussi qui sont très bienveillantes, qui me font des retours qui me font de très beaux retours en fait. Et surtout qu'en soi, on parlait d'éviter les amis pour faire des retours. Mais encore une fois, moi, comme je prenais les gens qui étaient dans ma classe, donc très souvent, t'as des gens qui ne sont pas du tout dans le manga. Du coup, ça te permet d'avoir des avis en mode ah, c'est pas mon délire, de toute façon, le manga, c'est pas mon truc. Mais si te dis en mode ouais, c'est lourd, alors qu'il est pas du tout dans le manga, c'est bon, t'as gagné. Et très souvent, je tombais sur des retours comme ça. Où, en gros, alors j'ai eu mes cassages de figures en mode ça fait trop manga, j'aime pas, ou l'histoire elle est pas ouf et tout. Oui, j'ai eu des trucs en mode ah ouais, le concept il est drôle, c'est marrant, nanani. Et là, du coup, j'ai pu m'entourer de personnes qui... Là, aujourd'hui, j'ai un entourage qui me forge. Du coup, j'ai mon meilleur ami avec qui je vais faire
avec qui je vais faire mon manga après Flamme. Et encore après ce manga-là. J'ai aussi un entourage comme il y a trop de gens pour les citer rapidement, Ceylon, Grayzan, Jacobi, Iravion, bref ces gens-là. J'ai parlé aussi de Yacine aussi pour un pro, bref. Ces gens-là qui m'ont beaucoup soutenu, beaucoup aidé, même Bintou, Stark My Kingdom. Bintou qui t'avait trouvé Qui le m'a nom trouvé, de l'encens, ouais, c'est elle qui qui m'a est le trouvé mana de le l'univers. l'encens. Vraiment, je savais pas quoi choisir. Il fallait que je trouve un blaze qui sonne bien, et comme j'aime bien les noms communs, j'ai dit ouais, donne-moi un mot en 2 syllabes quand même, parce qu'il faut pas que ce soit trop long, genre, bref. Un mot court et qui passe bien. Il m'a dit ouais, stylo. Non, c'est pas cohérent. Ouais, encens. Ah, encens c'est pas mal. Donne-moi d'autres mots. Elle a donné d'autres blazes, mais il y avait pas. Je fais encens, je garde bien. Et en fait, elle avait juste un pot d'encens sur son bureau. À ce moment-là, on était en vogue. Elle a dit bah vas-y, encens. Et je trouve que ça coïncidait bien. Et je me dis il y a un délire. Il y a un délire avec l'encens que je peux faire, que je peux traiter. Là où c'était juste pour mettre un nom sur une énergie, c'est devenu un concept en lui-même. Donc merci beaucoup à Bintou. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu peux dire aux spectateurs où ils peuvent trouver Flamme, où on en est exactement? Là, le premier tome est sorti chez Nanachi. Il y a pas mal de chapitres sur Manga Draft. Ouais. Alors tout ça c'est très simple. Flamme, on peut le retrouver sur le site de Nanachi. Ou sinon dans certaines librairies quand je serai en dédicace. Par exemple, il y en avait à Bulle de Savon, malheureusement il n'y en a plus. Sold out. On va faire un refill. Ah ouais, faux. Et voilà, et en fait le tome 1 il s'arrête sur le chapitre 7. Et la suite c'est sur Manga Draft, le tome 2 sur Manga Draft qui continue du chapitre 8 jusqu'au 12 pour l'instant qui sont sortis. Là je suis en train de faire le 13. En espérant le finir un jour parce que ça fait 1 an que je suis dessus. Ah mince, tu patines du coup. Ouais, un an. Parce que depuis comme j'ai pris un peu du galon et que mon regard est différent, grâce à toutes les personnes que j'ai citées juste avant et tout, bah ils m'ont appris beaucoup de trucs et j'essaie de les appliquer dedans. Et c'est le dernier long chapitre que je vais faire parce qu'après le chapitre 7, j'ai commencé à prendre goût sur des longs chapitres. À faire des chapitres de 50 pages, de 60, 70. Bah la Kushin, il m'avait storyboardé un chapitre de 90 pages. J'ai dû le faire en 1 mois, j'ai failli mourir. Lui il a abusé. En plus c'est moi, j'ai dû le freiner parce qu'il continue de dire je suis à la moitié de ce que je peux faire. Waouh mon gars, non, on va raccourcir tout ça, on va abréger. C'est plus du challenge là. Ah ouais, non, c'est plus que du marathon. Ah ouais, non, parce qu'en fait c'était pour un chapitre de combat et comme j'aime beaucoup les combats de Kushin, j'ai fait toi là tu veux me faire un combat. Et il m'a fait n'importe quoi. Et bref, et du coup là, chapitre 13 qui sortira bientôt j'espère, je suis presque à la moitié du truc. Pour aller plus vite, j'ai tout. Là où je faisais étape par étape. J'ai pas le temps, j'ai envie de boucler ça vite pour passer à la suite. C'est sûr que c'est un peu une césure dans Flamme où là on passe à la partie finale du manga, le chapitre 13, où dedans il y a beaucoup d'éléments et ça va s'accélérer. Je vais accélérer, je vais retourner sur des chapitres plus courts, des chapitres maximum 20 pages. Surtout qu'en plus, entre temps, j'ai lu SNK. Et SNK, quand je me suis rendu compte que c'était moins de 30 tomes, et que. Bah, en fait, ouais, non, que c'est moins de 30 tomes, j'ai fait. Comment il a raconté tout ça en moins de 30 tomes? Donc j'ai analysé ces chapitres, la disposition, comment les informations sont transmises, comment la différence entre le moment où... Comment le lecteur il perçoit la digestion des informations. Parce qu'en soi, quand tu as un univers assez dense, des fois tu es obligé d'être assez dense aussi, donc t'élargir sur ton histoire pour expliquer tous les éléments le temps que le lecteur... Parce qu'il y a le moment où tu vois le code, on va dire, on va appeler ça un code. Il y a le moment où tu vois le code, le moment où le code s'applique, le moment où les personnages digèrent ce code-là et le moment où le lecteur digère ce code-là. Parce qu'il y a, en fonction de l'histoire, tes personnages, ils vont pas accepter le code comme le lecteur. Du coup, faut un entre-deux. Et une fois que le code est digéré, il faut passer à un nouveau code. Par exemple, faut mettre du temps. Par exemple, je sais pas. Bah, par exemple, dans One Piece, attention spoil, mais le Gear 5, selon moi, c'est. Comment ça s'est fait et tout, c'est arrivé trop vite. Dans le sens, comment c'est digéré, au moment où on a reçu l'information, comment les autres personnes ont reçu en mode ouah, le fils c'est Joy Boy, tout ça, bah comment ils ont digéré cette information là, c'est allé assez vite, alors que moi encore dans ma lecture je suis encore en mode wesh, il vient vraiment de se passer ça, alors que même pas 3 chapitres après il peut se retransformer en mode normal comme un Super Saiyan classique. Là il y a divergence. Donc là tu as été un peu déstabilisé du coup. C'est ça, ouais. Je suis resté un peu sur le truc. Et par exemple, dans Dragon Ball, entre le premier Super Saiyan, parce que je parlais de Saiyan,
quand le Super Saiyan il apparaît, déjà entre le moment où le code du Super Saiyan apparaît, c'est beaucoup plus tôt. C'est vraiment Arc Saiyan avec Vegeta qui parle du Super Saiyan. Donc on a le temps de s'y habituer. On a le temps déjà, on sait que Super Saiyan ça existe. On sait que Super Saiyan ça existe, on savait déjà aussi que Goku c'en était un. Donc on intègre les codes. On intègre ça, ok ça existe. On arrive Arc Namek où on t'en parle, ça monte. T'as le temps de bien te préparer sur ok donc c'est un truc comme ça. On doit s'attendre à un mec super fort qui viendra soit de Vegeta soit de Goku. L'un des deux. Après retournement ça peut être Gohan, bref, l'un des deux. On arrive, Vegeta à ce moment-là il est censé être cané, censé être mort. C'est Goku, il devient Super Saiyan, waouh c'est ça. Et après t'as tous les chapitres avec le combat Goku contre Freezer où t'as le temps de digérer, ok il peut faire ça, 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 ça. Ok après fin de l'arc, t'as digéré le truc, c'est bon, t'as fini, t'as fini t'es dans ton la arc. cohérence. Et t'es dans la cohérence, tout est clair dans ta tête, t'as fini un arc où la boucle est bouclée, tout est cohérent. Et sauf que le truc c'est que dans Dragon Ball ça s'est élargi. Parce qu'entre l'arc Saiyan et l'arc Namek, il y a beaucoup de chapitres entre les deux. Alors que dans SNK, non. Dans SNK c'est moins de... Donc ça a été rushé pour toi. Mais et pourtant non, c'est pour ça que j'ai analysé le truc. Parce que là où par exemple dans One Piece ça a été rushé, là dans SNK ça n'est pas du tout, il n'y a rien qui est rushé dans SNK. Et pourtant les informations elles arrivent J'ai vite. confondu entre One Piece et SNK. Et pourtant dans SNK les informations elles arrivent très vite. Mais c'est jamais mal fait, c'est toujours bien amorcé, c'est toujours bien... le code il est là, il a son sens. Dès le début, les personnages ils peuvent le digérer plus ou moins d'une même façon, mais toujours adapté avec le lecteur. C'est-à-dire que quand ils ont une information à ce moment-là, le lecteur il a la même information. Comme après c'est beaucoup plus facile puisque eux c'est des personnages qui sont enfermés dans un mur. Et du coup genre ils sont au même niveau que nous lecteurs, ils sont dans un endroit où ils connaissent rien. Donc t'as tes premiers codes, c'est plutôt... C'était plutôt dans telle époque, etc. Là, t'as des titans, waouh, dinguerie, les titans ils font ça, t'en apprends en même temps qu'eux en fait à chaque fois. Et du coup, l'histoire elle avance. Et au moment où toi tu digères une information, par exemple, quand Eren il devient titan pour la première fois, on est tous choqués comme Mikasa et comme Eren lui-même. Et le temps d'assimiler l'information que Eren est bien un titan, bah, c'est en même temps que Eren il a assimilé le fait que oui il peut se transformer en titan. Au moment où tu dis ok donc Eren il peut se transformer en titan quand il fait ça, bah c'est au même moment où Eren il s'apprend qu'il peut se transformer en titan quand il fait ça. Et bref, et du coup c'est sur ça que je dois analyser le truc et que je dois le choper. Et si je veux le choper, faut que je fasse des chapitres plus courts. Et là faut que je m'y mette quoi. Donc dès que je finis ce chapitre là, je passe à des chapitres plus courts où on va essayer d'être plus concis, plus efficace, parce que je suis dans la simplicité et l'efficacité, je me prends pas la tête. Et là c'est bon, on a fini de tourner autour du pot pendant longtemps, faire monter des suspens inutiles. Faut avancer, faut qu'on termine ça quoi. Et en finalité, est-ce que tu as déjà une idée de combien de tomes tu auras sur Flamme? Moi je veux faire 4 tomes. 4 c'est tomes. Ce que je veux faire. Après encore une fois, là le truc c'est que comme je suis limité à un certain nombre de pages, puisqu'on est en indé, donc on n'a pas les mêmes moyens qu'une grosse maison d'édition, donc je peux pas me permettre, comme pourrait le faire un Renault ou un ZD, des tomes de 300 pages, 400 pages. Renault il a fait 600 pages, ce fou. Je peux pas me permettre de faire ça. Moi, si je suis limité à 140, bah du coup, c'est possible, sachant que j'ai fait des chapitres de 90 pages. Par exemple, le tome 2, je pense qu'il y aura genre 2 chapitres dedans. Il y aura 2 chapitres, bon, je pense qu'on va le rediviser pour le sommaire quand même. Mais je pense qu'il y aura peut-être 2 chapitres dedans, tu vois, parce que rien que les 2 chapitres... Oui, mais si t'as 90 pages ou 70... Ouais. Ça fait quand même quelque chose, hein. Ouais, alors ça fait un tome. Ah ça fait quand même un tome, mais ça fait un tome de Nanashi. Ce que moi je considère comme le tome 2, c'est quand même le chapitre de 50 pages, celui de 70, celui de 90, et le prochain de 60 là qui va sortir. Donc au final on se retrouve avec un chapitre un tome avec 200-300 pages. Ce qui est énorme. Et du coup, bah ouais, faut que je sois plus concis, mais je pense pas qu'il y aura 4 tomes. Moi j'aurais préféré 4 tomes pour juste la cohérence entre les... Faire un chiffre pair. C'est ça, et surtout pour les logos des cartes, pour avoir, parce que le premier tome c'est le trèfle, le deuxième je pourrais mettre un cœur, le troisième carreau et à la fin pique, bref, peu importe l'ordre, mais au moins comme ça il y a une cohérence et la boucle est bouclée par rapport à ça. Le manga Flamme est fini, les cartes sont au complet. Fin de l'histoire. Là on a fini, on passe à autre chose. Vraiment j'ai fini sur une note où tout est carré. Voilà. Mais ouais, je pense, j'espère pouvoir partir sur 4 tomes. Et si je pars sur ce 4 tomes, il faut vraiment que je rush. Go, go, go! Golden Boy. Ah ouais. Bon, et ben écoute, Golden petite Boy. référence à MH, c'est plutôt Golden Boy. Et ben écoute, merci beaucoup Oki de m'avoir accordé cette interview, d'être venu. En plus, ça nous a permis de développer d'autres thématiques, de pouvoir parler en toute tranquillité.
en toute confidence. Ouais, clairement, oui. Donc on te souhaite le meilleur pour Flamme et puis en fait pour la suite, hein, puisque c'est une histoire qui continue de s'écrire. C'est que le début. C'est que le début de l'aventure. Ouais. Et puis on te souhaite le meilleur pour Merci la suite. beaucoup. Merci. Ciao ciao. À plus, lisez Flamme. Lisez Flamme. Bye bye.